Ouais, je vois les connexions. Donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur sur ce webinaire sur l'IA en ligne euh, lié à l'initiation sur l'IBMI. Donc quand je dis initiation, c'est vraiment, on va partir de zéro, vraiment de zéro, c'est-à-dire qu'est-ce que l'IBMI, qu'est-ce que l'AS400 pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Je vais vous présenter un petit peu, voilà, faire un tour global de l'IBMI, de cette plateforme, du Power, etc. Et ensuite, vers la fin, je vous présenterai aussi l'école Notos, qu'est-ce que c'est, etc. Et pour terminer, voilà, on pourra pourrez poser des questions dans le chat à la fin et je pourrai vous répondre si vous avez des questions. Il y aura aussi une partie IA. Je vais vous montrer quelles sont les possibilités, quelles sont les choses que j'ai pu faire aussi sur l'IA par rapport à l'IBMI, parce qu'en fait, voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est pas quelque chose qui est courant sur cette plateforme, mais je vais montrer voilà, qu'il y a des possibilités. Donc, voilà, je vous invite à rester tout au long de la vidéo de ce webinaire pour pouvoir voilà, voir. Donc, je vais lancer la présentation. Donc, IBMI Initiation. Hop. Donc, je me présente, je suis Sylvain AcTP, je suis formateur développeur RPG depuis quelques années. Je suis passé IBM champion en 2025. J'ai plusieurs certifications chez IBM, donc IBM influenceur, DB2, etc., etc. Mon travail de communication, on va dire, ça a bien joué ce rôle-là, de présenter les écoles, de l'école sur l'IBMI. On est quand même voilà, on n'est pas beaucoup dessus, donc c'est déjà une bonne chose. Moi, je fais voilà, quelques conférences, quelques articles techniques, notamment sur LinkedIn. Vous pourrez voir des articles techniques, vous pouvez voir que je participe à certaines conférences à l'université IBMI. Cette année, je serai aussi à la Power Week. Donc, si vous voulez passer me voir avec les que je représente Notos. Donc, si vous voulez passer me voir, poser des questions sur la partie comment former des jeunes développeurs, des jeunes sur cette plateforme, bah, vous pouvez passer me voir. Quand je dis jeune, c'est jeune développeur surtout. Voilà, faut pas c'est pas forcément lié à l'âge. C'est vous voulez vous lancer sur cette plateforme, bah, vous pouvez venir me voir à Paris, donc à Power Week, entre 18 et 20 novembre 2025. Hop. Donc, un peu de vocabulaire pour IBM pour commencer, puisqu'en fait, là, je lance voilà, cette initiation, mais vous allez voir, il y a beaucoup de mots qui vont arriver assez souvent. Il y a le mot, par exemple, Power qui va arriver pas mal de fois. Donc, Power, c'est la famille de processeurs conçus par IBM. Donc, bon, là, il y a une petite image, hein, c'est un processeur, un CPU, ce qu'on appelle ça. Donc, dans le monde x86, vous allez avoir Intel, vous allez avoir AMD. Ben, IBM, ils ont leur propre processeur qui est spécifique, voilà, c'est le Power System, donc qui est spécifique à IBM et qui est utilisé que par les machines IBM. Aujourd'hui, nous sommes sur le Power 11, qui est vraiment un processeur de dernière génération, qui dans les benchmarks vraiment est dans le numéro 1 aujourd'hui en utilisation entrée-sortie par rapport aux données. Voilà. Et aujourd'hui, le processeur est vraiment orienté IA, optimisation, il consomme vraiment, il est efficient. C'est vraiment en termes d'efficience, il est super puissant. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site Power d'IBM. Là, vous tapez Power 11 IBM et vous pouvez voir ça. IBM Power System, en fait, c'est les serveurs IBM à base de processeurs Power et de couches logicielles dédiées. Donc, c'est toutes les machines IBM Power. Bon, c'est pour le commun des mortels, c'est pas, vous n'allez pas acheter une machine Power System, vous allez peut-être le louer, etc. Et vous allez louer des partitions. Mais en tout cas, ça va tourner sur un Power System. Et ça ressemble à ça. Voilà, la machine ressemble à ça. Bon, si vous connaissez les plateformes x86, des grosses machines, etc., ils ressemblent tous à ça. Hein. Ça fait beaucoup de bruit. Ça, pour être allé dans des serveurs, ça fait énormément de bruit. Mais voilà, ça c'est plus ou moins grand, ça dépend du nombre de disques, etc. Mais voilà, c'est sur cette plateforme que notre AS400, que notre IBMI va être déployé. Sur ce genre de plateforme, vous avez par exemple Red Hat, pour ceux qui connaissent, vous avez Red Hat et IBMI qui tournent en même temps. Voilà. Voilà, ce webinaire, ça parle un peu à tout le monde. Comme ça, j'ai mis Red Hat dessus, mais ça peut être aussi AX. J'ai pas tout cité. Voilà.
La base de données qu'on va utiliser sur l'IBMI, ou même chez IBM, c'est DB2. Donc, je vais parler de DB2, on va parler vraiment de la base de données relationnelle. Pour ceux qui connaissent, vous avez aussi Oracle, vous avez Postgres, etc. Chez IBM, c'est bien DB2 qui va être utilisé. Et RPG, c'est le langage de programmation qui a été créé par IBM au début des années 60. Et vous allez voir, je vais parler assez souvent de RPG, donc c'est pas roleplay gaming, c'est bien le langage de programmation créé par IBM. Et l'IBMI, donc, c'est le système d'exploitation ultra fiable pour les serveurs IBM Power. Donc, vous allez voir, je vais parler d'IBMI, d'AS400, et je vais vous montrer un peu la différence de c'est quoi l'AS400, c'est quoi l'IBMI, est-ce que c'est la même chose? Donc, je vais vous laisser vous découvrir tout ça. Alors, qu'est-ce que l'IBMI? Donc, IBMI, c'est un système d'exploitation pour les serveurs IBM Power. Donc, quand on parle d'IBMI, c'est vraiment un système d'exploitation qui intègre en fait la base de données et le système d'exploitation à la fois. C'est-à-dire que vous n'allez pas installer un système d'exploitation, puis vous allez installer une base de données comme on pourrait le faire sur Linux. Ici, c'est vraiment une base de données qui est à l'intérieur du système d'exploitation. Tout tourne autour de ça. Donc, ça crée un système d'exploitation très puissant et très proche vraiment au niveau back-end dans la machine. Donc, il est utilisé par des milliers d'entreprises, je citerai quelques noms après, pour gérer des applications critiques avec stabilité et performance. C'est vraiment, l'IBMI, c'est stable, ça existe depuis, donc, sous le nom d'AS400 depuis les années 80, et même avant, c'est-à-dire qu'il est hérité d'autres systèmes bien avant l'AS400. Donc, ça tourne et c'est stable, et c'est ce qui fait sa plus grande force. Donc, le nom IBMI, ou plutôt l'AS400, ça a été créé en 88, mais c'est toujours présent. Voilà, il y a une facilité d'utilisation, d'administration, c'est-à-dire que vous allez administrer facilement une machine IBMI, là où, par exemple, pour Linux, vous allez avoir peut-être plusieurs administrateurs, etc. Sur l'AS400, ça a été pensé pour. Donc voici un écran IBMI, donc on dirait un écran S400. Donc vous allez avoir un écran noir et vert. Hein. C'est pas quelque chose qui fait très moderne. Ça, il faut aimer le noir, il faut aimer le vert, il faut aimer le bleu. Il y a que quelques couleurs disponibles sur l'IBMI, et ça va être notre principale interface pour pouvoir communiquer avec cette machine. Donc l'historique, je vais passer j'aime bien cette partie-là, donc raconter un petit peu l'histoire de comment on est arrivé à l'IBMI, et vous allez voir ce que c'est que l'IBMI, etc., ce qu'on peut faire. C'est pas que des écrans noirs et verts, je spoil un peu. Et donc le départ, c'est bien le système 3. Donc c'est vraiment la base de la base, on va dire, où on a commencé un petit peu à ce que cette machine soit destinée aux PME. Parce qu'avant ça, il y avait d'autres machines, on est d'accord. Mais vraiment, là où on a de l'héritage de tout ça, c'est à partir du système 3. Donc à l'époque, il faut revenir dans les années 60, hein, l'informatique c'était réservé aux j'ai mis très grandes entreprises, mais très très grandes entreprises. C'est la NASA, c'est des choses comme ça. Donc c'est des machines énormes et chères. Donc quand je dis cher, ça pouvait coûter des millions de dollars. C'était pas quelque chose qui était accessible par les PME. Le système 3, quand c'est arrivé, en fait, ça a révolutionné l'accès à l'informatique, vraiment à l'informatique au niveau entreprise, c'est-à-dire pas au niveau particulier, mais vraiment au niveau entreprise, où on a commencé à avoir des comptables, des secrétaires, etc. Ils ont commencé à utiliser cette machine pour imprimer des rapports, voilà, de faire des impressions. C'est à partir de là que c'est parti. C'est un peu voilà, je vous ai noté ici, c'est un peu le père fondateur de toute la lignée. Donc là, je vais vous montrer toutes les graphiques pour arriver jusqu'au Power System que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va partir du système 3 pour aller au système 32, pour aller au système 34. Ici, ils ont créé système 38 pour les plus grosses entreprises, et le système 36, ça continue avec les PME. Donc là, on était sur différents niveaux de langage. Et en 88, ils sont passés sur l'AS400 avec son OS qui s'appelle OS400, avec sa base de données, donc DB2 400, etc., etc. Ils ont renommé, quand je dis IBM a renommé un petit peu les noms à partir de, voilà, alors je ne sais plus exactement la date, mais je crois que c'est au début des années 2000, en e-Series, et ensuite c'est passé sur System i5, ils appelaient ça i5 OS, et tout ça, c'est-à-dire qu'après l'héritage des systèmes P, AX, etc., quand on a vraiment fusionné IBMI, AX, Linux, ils ont appelé ça Power System. Donc c'est en 2008. Donc depuis 2008, on n'appelle plus ça AS400,
i5 ou système I, on appelle ça IBMI, parce que c'est un OS qui fait partie d'un ensemble d'autres OS. C'est-à-dire que c'est assez rare que sur un Power, il n'y ait que un IBMI qui tourne. Il y aura aussi du Linux, il y aura aussi d'AX, etc. etc. Toutes ces machines, bon, c'est vrai que j'ai pas donné les dates, mais système 38, on est sur dans les ordres de 78, 36 et 83. Vous voyez, 36, 38. Et en fait, vous remarquez une petite chose, c'est qu'on parle de 3, 32, 34, et là AS400. En fait, le 400, ça serait pas 40, mais ils ont mis ça directement 400 pour révolutionner. Bon, il faut demander ça à l'équipe marketing, hein, mais pourquoi ils ont fait ça. Mais voilà, c'est de là que vient AS400. Pourquoi 400? Ben voilà, parce que 36, 38, 34, etc. Cette plateforme, elle est toujours mise à jour. D'ailleurs, il y a une roadmap. Là, vous on est sur la V7 R6, donc système d'exploitation. Elle est sortie récemment, en 2025. Et vous pouvez voir, en fait, depuis 88, donc depuis la V1 R1, donc Relays 1, ça a été mis à jour quand même pas mal de temps, et surtout avec des dates de fin de support qui sont assez, voilà, qui durent quand même pas mal longtemps. On peut voir la V7 R3 qui tourne souvent sur Power 8, lancé en 2016, date de disponibilité, et on peut voir la date de fin de commercialisation, c'est en 2023. Et fin d'extension de support, bah là, ça y est, ça va être dans un an. Donc c'est même pas encore terminé. C'est-à-dire en termes d'extension de support, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de clients qui tournent dessus. Donc ça fait 10 ans que c'est mis à jour, et ça, comment dire, ça, on a une roadmap jusqu'à 2039 sur l'IBMI. Donc voilà, vous avez encore pas mal de temps, et ça continuera parce que voilà, ça va pas s'arrêter de suite. Et on voit d'ailleurs le changement de nom ici sur Operating System. Donc la S400, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez, on a ce qu'on appelle l'IBMI S400, donc on va prendre toute la machine et on a l'opération, donc le système d'exploitation avec à l'intérieur la database DB2400 et les langages de programmation. Donc ici, langage de programmation CL, RPG3, COBOL, Fortran, Pascal, PL, Rex. Alors tous ces langages ne sont pas forcément disponibles sur toutes les AS400, parce que ça dépend ce qu'on va appeler des PTF, de ce que vous installez, etc. Mais voilà, la S400 peut faire tourner ces langages de programmation nativement. Et je vais prendre l'exemple du COBOL et du RPG qui vont souvent tourner ensemble. Et tout ça, c'est à l'intérieur d'une machine, voilà, qu'on appelle AS400. Et avec la base de données, ça va communiquer avec la base de données. Et tout ça, voilà, ça va fonctionner très très bien. Le Power, donc IBMI, se retrouve ici maintenant. Sur un Power, on va, du coup, comme je vous ai dit, des partitions Linux, des partitions AX Unix, et ensuite la partition IBMI. Et là, vous allez voir que tout ça, ça tourne vraiment sur le processeur Power, sur une machine qu'on appelle Power System, avec les disques, les SSD NVMe qui vont avec, la RAM, etc., etc. Donc là, vous pouvez voir, c'est là qu'on peut voir que DB2, il se retrouve ici avec son système d'exploitation, mais dans la même machine, vous allez avoir un environnement X avec MySQL, MariaDB, Oracle, d'autres databases. Ils vont faire tourner d'autres systèmes, etc., etc. Même le langage de programmation, ça a évolué. On n'est plus sur du RPG3, RPG 400. On appelait ça, voilà, par abus de langage, on dit RPG 3, mais ça serait RPG 400. Aujourd'hui, on a le RPG 4, on a le RPG Free, ça a bien évolué. On a des environnements ILE. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette initiation, mais voilà, ça a évolué en fait. C'est pas resté comme c'était sur la S400. Donc, quand on dit S400, on pense encore à ça, mais en fait, voilà, maintenant la S400, l'IBMI vit vraiment dans le Power entre d'autres systèmes d'exploitation. Donc c'est un système conçu pour l'entreprise. Voilà. C'est vraiment gestion de l'informatique. Vous allez avoir ça joue le rôle d'un serveur souvent dans l'entreprise, et il peut avoir des milliers d'utilisateurs sur un AS400. C'est conçu pour gérer de nombreuses tâches. Vous avez des cohabitations de travaux interactifs, batch, système, impression, etc. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer sur un IBMI, et vous allez voir, ça, c'est grâce aussi au Power, grâce au CPU Power, vous
pouvez avoir jusqu'à 256 cœurs, et je crois qu'aujourd'hui même c'est encore plus, parce que il y a le Power 11, etc. Bon, je rentre pas trop dans le détail de ça, mais voilà, ça veut dire que votre IBMI peut faire tourner des milliers d'utilisateurs, peut lancer des milliers de traitements, voilà, ça c'est quand même assez costaud, assez solide, et ça on le dira pas assez, c'est vraiment, on est sur une machine en termes de stabilité, de performance, etc. Ça tourne depuis des années. Il y a des S400 qui ne redémarrent pas, qui vont pas avoir un écran bleu Windows qui va apparaître. C'est vraiment, ça a été conçu pour que ça tourne 24 sur 24, quoi. C'est pas 7 jours sur 7, 24 sur 24. C'est vraiment toute l'architecture, en fait. C'est pas que le système d'exploitation, c'est pas que DB2, c'est aussi le power, c'est tout ce qui va avec, vraiment carte mère, etc. Tout ce qui va avec, ça tourne, et ça, voilà, c'est pour ça que de nombreuses entreprises continuent d'utiliser l'IBMI depuis des années, et on va voir aussi pourquoi ils n'arrivent pas à s'en débarrasser aussi, mais ça fait partie des points forts. C'est très rare de retrouver la même chose sur d'autres systèmes d'exploitation ou on va dire d'autres machines, parce que vous voyez, on pouvait mettre du Linux, on peut faire ça, mais aussi voilà, c'est très très compliqué. Voilà. Pour conclure tout ça, on va dire que l'IBMI, c'est une plateforme dédiée à l'informatique de gestion. C'est pas de l'informatique mathématique, c'est pas de l'informatique pour faire des logiciels 3D, etc. C'est vraiment de l'informatique de gestion. Quand je dis gestion, voilà, ça peut être de la comptabilité, ça peut être de gestion de stock, réapprovisionnement, etc., etc. Vous allez être un développeur IBMI va être très proche des métiers. Ça, je le dis aussi à mes apprenants, c'est vous allez vraiment être proche des métiers. C'est assez rare d'être voilà, d'être dans son coin. Je vais donner un peu une image caricaturale du geek derrière son bureau tout seul toute la journée. Non, ça c'est assez rare. Vous allez être en contact des métiers, puisqu'en fait les logiciels les applications que vous allez développer, bah, ça va tourner dans des entrepôts, ça va tourner chez les comptables, etc. Donc forcément, quand ça bug, ils vont venir vous voir. Donc voilà, il faut se mettre ça à l'esprit. Et cette plateforme a été conçue pour ça. Donc, qui sont les entreprises qui utilisent encore de l'IBMI? Bon, c'est des petites entreprises, hein, il y en a à peu près 4000, hein, ils ne sont pas beaucoup, on va dire Vinci Immobilier, Auchan, Boulanger, Hermès, École des loisirs, Éminence, Agnès B, Système U, etc. etc. Donc c'est des petites entreprises, hein, voilà, qui pèsent quelques millions, voire même quelques milliards pour certains. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces entreprises-là ont eu des systèmes, on va dire 32, 34, 36, 38, etc., etc. Et la S400 a pu intégrer tout ça dans sa. Ici, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'une entreprise, je vais pas citer son nom. Ils étaient en système 38, ils sont passés sur la S400. Ils ont juste à prendre les objets qu'il y avait j'expliquerai le concept d'objet juste après, à prendre les objets, à prendre la sauvegarde et à le passer sur S400. Et ça a été simple pour eux de passer directement sur ça. Et surtout à l'époque, vous n'avez pas trop le choix. Et c'est resté. Et aujourd'hui, il y a encore voilà, de nombreuses entreprises qui continuent d'utiliser l'IBMI. Mais je sais que là, par rapport à ce webinaire-là, si vous faites du web, par exemple, là où moi j'ai été développeur web dans mon ancien temps, où je développais des sites web pour la petite start-up du coin qui pèse 5000 euros. Ici, vous n'allez pas avoir des petites start-up sur IBMI. Non, ça va être tout le temps vous allez forcément être lié à des grosses sociétés. Et donc, comme j'ai dit, informatique de gestion, il y a toujours du monde derrière. C'est votre application, c'est rare que ça tourne que pour une seule personne, ou alors ça tourne pour une seule personne dans une entreprise qui tourne pour des centaines et des centaines, voire des milliers d'utilisateurs. Voilà. Et bon, j'ai pas cité toutes les marques. J'espère que voilà, s'il y en a qui seront pas vexés, mais il y a d'autres marques. Il y a Groupe C1, il y a Bonduel, etc., etc. Bon, il y en a pas mal. Voilà. Donc la force de l'IBMI, c'est que là, pourquoi tout ça, ils ont pu hériter de tout ça, c'est que depuis 88, IBM a changé 15 fois de processeur. Donc c'est pas mal, hein, vous changez 15 fois de processeur et ça continue de tourner. C'est incroyable.
en fait. Ça, pour ceux qui connaissent d'autres systèmes, déjà changer de carte mère, changer de processeur, etc. Bah, vous devez changer. Quand vous changez de carte mère, vous changez de processeur, vos applications ne tournent plus. Essayez de faire tourner un programme Windows 95 sur Windows 11. Allez-y, ça c'est rigolo, c'est rigolo à faire. Vous allez avoir beaucoup de problèmes, vous allez avoir des DLL manquants, etc., etc. Bah, en fait, sur un IBMI, il n'y a pas ce problème-là, car on a ce qu'on appelle la technologie Independent Machine Interface, donc ici sur ce schéma, TIMI, qui va jouer en fait ce rôle entre le matériel et le code interne de la machine et les applications qu'il y a au-dessus. C'est lui qui va faire la traduction de tout ça. Et ça, tant que en fait c'est un peu indépendant, c'est-à-dire on peut changer processeur, disque, mémoire, l'application lui va continuer à tourner. Donc c'est lui qui va faire la traduction. Alors ça c'est incroyable, hein. TIMI c'est vraiment incroyable parce que quand ça a été mis en place par IBM dans les années 88 pour S400, créateur Frank Solstice. Donc tout ça, ça a été pensé vraiment en mode, vous pouvez aller lire les livres de Frank Solstice, comment ils ont fait ça, etc. Les ingénieurs d'IBM, c'est très très fort, hein. Faire la traduction entre le matériel, donc quasiment en binaire au niveau de la machine, et tout le temps l'application, et surtout, ils ont fait ça dans les années 80. Il n'y avait pas encore vraiment, on va dire, Internet assez poussé dans les années 80. Donc, ils ont pensé à tout ça et ça marche encore aujourd'hui. Donc, c'est que derrière, il y a quand même une sacrée technologie qui tourne. IBM a même changé l'adressage mémoire, qui est passé de 48 bits à 64 bits, de CISC à RISC, sans impacter les applications. Donc, même l'architecture du processeur, il change. En fait, ça continue de tourner. C'est depuis 2008, tous les programmes ont été convertis pour bénéficier de meilleures performances. On a des montées de version. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, de V7R1, on va monter à V7R3, puis de V7R3 à V7R5. Moi, je les ai vus, vraiment, là, chez Harmony. Il y a eu des montées de version de V5 à la V7R5, donc V5R1 à V7R5, et ça continue de fonctionner. En tout cas, 99,9% des applications fonctionnent de la même façon. Et c'est avec un meilleur processeur, parce qu'ils ont changé de processeur, de machine, etc. Donc ça, c'est la plus grande force de l'IBMI. Depuis tout à l'heure, voilà, des fois je glisse le mot objet. Donc objet, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, l'IBMI, c'est un système orienté objet et non fichier. À la différence de Linux où vous allez avoir des fichiers, vous allez avoir des dossiers, des sous-dossiers ou de Windows. Ici, l'IBMI, ça fonctionne en mode objet. C'est-à-dire qu'une table SQL, un programme C, terminal, carte Ethernet, lecteur DVD, etc., un compte utilisateur, tout ça sont des objets. Donc tout est objet sur l'IBMI. Il existe des centaines de types d'objets et chaque objet, en fait, elle est de deux parties indissociables. Donc on a le contenu de l'objet et son attribut. Exemple d'attribut, ça va être son type, c'est-à-dire il y a un objet de type programme, un objet de type fichier, table pour ceux qui viennent du SQL, etc., etc. Et on va gérer ses droits en fonction des objets. C'est-à-dire qu'un objet, on va pouvoir lui dire tel utilisateur peut avoir accès, tel groupe d'utilisateurs peut avoir accès ou n'a pas accès. Voilà, qui aura le droit d'utiliser l'objet. Donc on va gérer de cette façon-là la partie un peu sécurité de l'IBMI. Chaque objet porte un nom de 10 caractères maximum et après de toute façon je vais vous montrer quand je vais me connecter sur la S400. Les écrans utilisateurs, ça va ressembler à ça, ressemblait à ça. Quand on parlait d'AS400, les utilisateurs, et d'ailleurs il y en a encore qui utilisent ces écrans-là, les écrans noir et vert, et ça, par exemple, ça peut être une interface de gestion de stock d'une entreprise. Voilà, c'est vraiment, et ça continue encore de tourner, c'est-à-dire qu'ils vont gérer leur stock. Vous allez voir par exemple boulanger, si vous passez à boulanger et que vous regardez, on va dire les personnes qui s'occupent du stock, quand vous êtes en train de commander, parfois pour voir la valeur réelle, la quantité réelle en stock, ils regardent sur cet écran, sur l'écran 52-50. Ça, je l'ai vu très récemment. Vous pouvez ils sont encore enfin, ils peuvent être sur leur site web, etc. Puis après, ils vont pas basculer sur l'écran en noir et vert et ils vont regarder leur stock comme ça parce que la personne m'avait dit, ça monte pas. Voilà, il n'y a pas de décalage de données, de web service, etc. Là, on est vraiment dans le dur. Aujourd'hui, par contre, on va avoir des écrans comme ça.
C'est-à-dire que sur l'AS400, c'est plus l'AS400, l'IBMI, ça serait ça. C'est que vous allez avoir des interfaces, là ça tourne sous React, et vous allez avoir des interfaces comme ça. Toutes les données, ici, dans modifier, par exemple modifier un employé, la base de données, etc., c'est sur l'IBMI. Par contre, l'interface, lui, tourne, là c'était sur React, etc. Ça peut tourner sur une autre plateforme. C'est en mode web service, etc. Mais les données fonctionnent sur l'IBMI. Donc la puissance du power est encore là, DB2 est encore là, et là vous pouvez voir c'est moderne. Et d'ailleurs j'utilise Design Carbon. Alors je sais qu'il a été mis à jour. Là j'utilise la version 2024 et voilà, vous pouvez. J'ai fait en fait un CRUD sous React pour pouvoir voilà, modifier la gestion des employés, et ça fonctionne très très bien. Donc vous passez de ça à ça. Déjà, la modernisation, elle passe par là. C'est-à-dire quand on vous dit ouais, la S400 c'est vieux, c'est moche, ça permet de rien faire, vous passez à des écrans comme ça, des écrans web, c'est-à-dire que là vous allez avoir des développeurs JavaScript, des développeurs TypeScript, React, etc. Vous allez après avoir derrière soit des développeurs RPG, soit des développeurs PHP pour gérer le backend. Donc c'est pas si ancien que ça la S400, c'est-à-dire que c'est capable de faire tourner vraiment des applications modernes, et même des langages voilà, que backend qui peuvent être utilisés. On peut faire tourner du Node.js, on peut faire tourner du PHP, vous allez voir, c'est voilà, c'est assez moderne, et il faut enlever cette idée que la S400 ouais, c'est vieux, c'est moche. C'est voilà, vous avez ça. Le principe bon là je passe je passe rapidement sur ça, mais depuis tout à l'heure, voilà, je vous dis, on a cet écran, comment on fait justement pour accéder à cet écran, etc. Comment font les administrateurs de la machine? En fait, le principe sur la S400, sur l'IBMI, c'est que vous allez utiliser des noms de commandes. Donc par exemple, en verbe, objet, complément, par exemple, si je veux supprimer quelque chose, une bibliothèque, ben, je vais faire DLT lib. Tout ça, ça va fonctionner. Bon, je vais vous montrer petit à petit, je ferai un récap de tout ce qu'on a vu sur ce PowerPoint directement sur l'IBMI. Mais voilà, ça c'est pour qu'après vous ne dites pas mais quelles commandes, comment sont saisies les commandes, etc. Sur Linux, vous avez bien des commandes. Sur Windows, sur PowerShell, vous avez des commandes. Bah, sur la S400, vous avez IBMI, vous avez aussi des commandes. Voilà, pour sauvegarder, pour gérer les objets, par exemple work obj. Voilà, vous allez voir le verbe ici, vous n'en avez pas beaucoup non plus, work, et après vous allez gérer l'objet. Donc vous allez faire work obj. Voilà. On verra ça un petit peu plus tard. Donc je vous ai parlé de la base de données, donc DB2. DB2, c'est intégré au système d'exploitation IBM. Donc ça fait partie de tout ça. Ça a été créé alors DB2 est sorti en 82, 83, je ne sais pas les dates exactes, mais voilà, on va dire début des années 80. Et en fait, l'histoire veut que des DB1 soient présentés dans la même salle où il y avait les messieurs d'Oracle qui sont venus et qui ont vu ça, ils ont fait ah ça a l'air intéressant et ça a l'air bien, on va un peu copier l'idée, et donc Oracle est sorti avant DB2, mais IBM travaille sur la base de données depuis très longtemps. Voilà, depuis très longtemps. Je ne vais pas citer la date parce que sinon ça va donner une date pas très sympa. Mais la base de données, ça date de chez IBM. Ils travaillent sur ça avec et puis ils ont eu des jeux de données assez réels pour tester. Donc le SQL par exemple qui s'appelait SQL, ça a été créé dans les années 70 par IBM, par des ingénieurs chez IBM. Donc vous allez avoir des DB2 qui est sorti donc au début des années 80 et qui est toujours disponible. Et d'ailleurs DB2, alors là je parle de DB2 for I, mais il y a des DB2 pour Linux, etc. Bon, après je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais testé. Mais en tout cas DB2 for I, il tourne très très bien, et c'est une des bases de données grâce à son processeur et grâce à toute cette architecture propriétaire. C'est une des bases de données les plus puissantes. C'est-à-dire qu'il n'y a que Oracle qui est quasiment capable de faire ça. Et vous pouvez chercher par exemple, c'était sous le Power 9, Google, en fait, ils avaient acheté plein de machines Power 9 sous DB2. Voilà, pas forcément DB2 for I, hein, mais DB2. Voilà, ça a ce qu'on appelle les I/O, donc entrée-sortie sur DB2 grâce au processeur Power.
Vous pouvez gérer des milliards d'enregistrements, faire des jointures, etc. Et la machine est capable d'encaisser. C'est-à-dire il y a des requêtes qui peuvent durer des jours et des jours. Sur d'autres machines, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire vous allez avoir des erreurs, des fuites de mémoire, etc. Sur DB2 et un Power, vous n'allez pas avoir tout ça. Ça peut être long, mais vous n'allez pas avoir de gros soucis sur DB2. DB2, donc, voilà, comme je dis, ça dispose d'un optimisateur très sophistiqué, ça crée des index automatiquement, etc. Bon, après, c'est pas le seul à faire ça, hein, mais c'est extrêmement bien géré. La parallélisation des exécutions des requêtes peuvent être effectuées sur plusieurs processeurs, sur plusieurs cœurs. Donc pareil, ça, c'est pas pour rien que certaines très grosses entreprises tournent encore sur DB2. C'est qu'ils n'ont pas été capables de faire tourner leur table, on va dire, avec des milliards d'enregistrements sur d'autres machines. Ça permet de gérer de gros volumes, non partitionnés jusqu'à 1,7 Tera, et vous pouvez partitionner jusqu'à 255, enfin nombre 255, donc ça c'est à peu près à 433 Tera, donc c'est pas mal. Et s'il y a ça, c'est qu'il y a des demandes. IBM n'invente pas juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir de dire, bah voilà, vous pouvez partiner 255. Non, c'est que justement, comme ça tourne sur des vieux systèmes, c'est-à-dire qu'il y a des données qui datent depuis les années 60, 70, etc., c'est que bah, il y a eu un besoin. Donc DB2 est capable de gérer ça. Voilà, je vous laisse aussi aller sur Internet, sur le site d'IBM. DB2, vous tapez DB2 et vous pouvez voir que voilà, c'est quand même impressionnant. Sur l'IBMI, là je me reconcentre sur l'IBMI, vous avez la création de la base de données, elle se fait de deux manières. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez le SQL, ou si vous ne connaissez pas, bah, je vous conseille fortement de vous pencher dessus si vous êtes intéressé sur le monde du back-end, des bases de données, etc. Puisque ça va être le langage universel pour gérer la base de données. Donc ici, on va créer une table. Comme si vous avez créé un fichier Excel par exemple, bah, vous allez créer la table film, numéro film, etc. Et on va donner son type. Ici, c'est de type caractère, de type décimal, de type integer, etc. Et donc ça va être SQL. Sur l'IBMI, pour ceux qui connaissent, bah, en fait, avant, on n'utilisait pas SQL, on utilisait directement les DDS, donc Data Description Specification. C'était un langage historique. Et en fait, ça, bah, c'était comme ça. C'est-à-dire que vous alliez définir un format, le numéro d'identifiant, etc., le titre, enfin, année, etc. Et ça, c'est équivalent à faire ça. Donc, pourquoi ne pas faire du SQL? Puisqu'en fait, pourquoi il y avait besoin de faire ça, sachant que c'est sorti en même temps? Ben, en fait, c'était pour simplifier, parce que l'IBMI, quand c'était AS400, c'était pour que tout le monde, on va dire, vous prenez un comptable, puisse aussi basculer, faire, d'ailleurs si vous regardez les premières pubs sur la S400, c'est des personnes dans le bureau, comme un comptable, comme voilà, secrétaire, etc., qui va s'intéresser un peu à la S400 et qui va pouvoir créer sa propre table. Un peu comme aujourd'hui, vous allez créer un fichier Excel, bah là, vous créez des PF, donc des fichiers physiques, et vous allez créer comme ça. Et en fait, ça fait un peu moins informatique que ça. Voilà, c'était un peu simplifié. Bon, aujourd'hui, voilà, si vous créez de manière moderne, vous allez le faire en SQL puisque voilà, on va vraiment séparer le métier de développeur, etc., etc. Donc vous allez faire des create tables et puis aller à l'université, forcément, vous allez ou à l'école ou etc., etc. Vous allez apprendre le SQL et la plupart des développeurs savent faire du SQL et donc bah, ça va basculer automatiquement sur SQL. Et même pour les web services, etc. Là, je rentre dans le détail, mais vous allez le faire en SQL, vous n'allez pas le faire en fichier DDS. Mais il faut savoir que les deux mondes cohabitent et continueront de cohabiter jusqu'à que DB2, AS400, ça existe encore, ça n'existe plus, bah là oui, ça n'existera plus. Mais voilà. Donc, est-il possible de faire des requêtes SQL sur IBMI? La réponse est oui. Vous pouvez faire donc un select étoile from. Là, j'ai mis from Harmony et ça va vous donner la liste des voilà, c'est données fictives, on va dire ça. Ça va vous donner la liste des personnes et quel sport ils pratiquent. Donc, les requêtes SQL fonctionnent sur un S400. Donc, si on vous dit, bah non, mais la S400, moi, je fais, vous allez voir ça avec les anciens développeurs, UPD, DTA, j'ai pas besoin de faire du SQL. Oui, c'est vrai, il n'a pas besoin de faire du SQL. Mais pour les nouveaux développeurs, pour intéresser, on va dire, nouvelles personnes, bah, vous pouvez faire du SQL. Et déjà, bah, si vous êtes bon en SQL, vous allez dire, ah mais attends, moi je suis bon en SQL, je peux faire de l'IBMI.
Bah oui, c'est ça la réponse aussi. Donc, et d'ailleurs, sur des interfaces un peu plus modernes, hein, vous pouvez intégrer VS Code, vous pouvez utiliser ACS, etc. Vous n'êtes plus obligé d'avoir des écrans noir et vert pour faire des requêtes SQL. Vous avez aussi ça. Donc évidemment, on retrouve des vues, des index, des fonctions SQL. Tout le monde du SQL est ici. Vous allez pouvoir créer des index si vous êtes très très bon en SQL. Carrément, vous pouvez écrire beaucoup beaucoup de programmes, des procédures stockées, etc. en SQL que vous allez pouvoir utiliser. Donc des fonctions, des vues, des index, voilà. Donc c'est là ce slide c'est fait pour intéresser pour les personnes qui font du SQL et qui adorent faire ça. Bah oui, sur un IBMI, vous pouvez faire ça et vous allez vous, si vous êtes très très bon, vous allez même utiliser plus ça que les autres langages. Ça a été vu. Et en parlant de langage, bah, le langage RPG. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que le RPG qui est disponible sur NIBMI. Il y avait du COBOL, il y avait du C, du C++, etc. Et aujourd'hui, bah, même PHP, Java, Node.js, etc., etc. Je parle du RPG parce qu'en fait, au début, bah, il n'y avait pas que ça, mais les entreprises, bah, ils ont utilisé le langage RPG. Et le langage RPG, on va voir qu'il a évolué d'année en année et il est assez ancien. Déjà, quand je vous parle de langage informatique, bah, c'est après, on est d'accord, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est dans les années 50, vous aviez le COBOL, le Fortran, etc. Bah, lui, le RPG, il est arrivé en 62. Alors j'ai mis une date exacte, mais en fait, c'est toujours compliqué de trouver les dates chez IBM, parce que des fois, ils disent 62, des fois 63, ça dépend de la présentation, etc. du langage. Ça peut peut-être être 62, ils ont présenté le langage, et 63, il est sorti sur une machine. Voilà. Donc, on va dire dans les années 60, au début des années 60, vous avez le RPG qui est sorti sur les toutes premières machines, et on utilisait à l'époque, hein, on n'était pas sur un je vais le montrer sur un clavier, sur une interface informatique, etc. Non, c'était dans ce qu'on appelle un système de cartes et vous alliez coder exactement là-dessus. C'est-à-dire que vous avez là c'est le RPG1, bah, vous allez coder facteur 1, facteur 2, l'opération, etc. Et vraiment à la main et vous alliez le donner à un pupitreur et le pupitreur, lui, il allait l'intégrer cette carte et compiler votre programme. Il n'allait pas chercher le pupitreur, ne cherchez pas à savoir si votre code fonctionne, hein. C'est vraiment le pupitreur. Aujourd'hui, il n'existe plus ce métier puisqu'en fait, c'est le compilateur. C'est l'informaticien. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent. Donc, c'est un métier qui a disparu. Mais à l'époque, voilà, on avait le développeur, vraiment le programmeur qui va noter, et on avait le pupitreur qui allait poser sa carte. Donc ça, c'était à l'époque. À quoi ça servait? D'ailleurs, RPG, Report Program Generator, en fait, c'est pour générer des rapports. Voilà, vous allez générer des rapports, donc des rapports, des fichiers d'impression. Bah, le RPG, il servait à ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était une révolution d'imprimer des choses et de pas le faire à la main, d'avoir vraiment des calculs de stock, etc., des calculs comptables, tout ça sur des feuilles A4, voire même des feuilles beaucoup plus gros. Et c'était impressionnant, puisqu'à l'époque, tout était fait à la main. Et si vous saviez coder du RPG, bah, vous codez le code comptable que vous allez mettre en place et vous allez générer tout ça. Donc ça, c'est dans vraiment la carte. Bon, le RPG2, là, ça y est, on peut saisir notre code sur un clavier et afficher sur un écran noir et vert. J'ai pris, alors je crois que c'est un système 3, etc. Voilà, vous alliez coder sur un clavier qui pèse plus de 3,5 kg, hein, donc assez lourd, qui avait 24 touches de fonction. Vous allez voir pourquoi. Et c'était, voilà, vous allez coder là-dessus et vous pouvez afficher qu'un seul écran et c'est l'écran 52-50. La compilation là-dessus, par contre, ça prenait moins d'une journée. C'était incroyable parce que ça pouvait durer longtemps une compilation, hein. Des fois, si le code était assez long, la compilation pouvait durer pas mal de temps. Et surtout, bah, quand vous allez lancer votre compile à 17h, vous attendiez un rapport. Le matin à 8h, il était sorti la nuit, par exemple, le rapport, et vous allez voir si vous avez bien compilé ou pas. Vous n'avez pas intérêt à vous tromper, puisqu'en fait, si vous vous trompez, à chaque fois, bah, ça allait décaler votre développement. Oui, on est très loin de ça, même voilà, aujourd'hui sur l'IBMI, hein, je vous rassure, ça se compile en quelques millisecondes, mais à l'époque c'était comme ça, et vous alliez développer voilà, des programmes. Alors à partir du RPG2, des programmes plus complexes sont mis en place, c'est-à-dire qu'on peut
peut faire tourner des programmes un peu plus complexes. C'est pas forcément pour générer des rapports. Là, on va pouvoir lancer des programmes, saisir des données, faire vraiment beaucoup plus de choses sur le RPG2. Et en France, on appelle ça le cycle gap. Donc vous allez entendre parler de gap. Ah ouais, moi je fais du gap, etc. Et en général, quand ils vous disent qu'il faut du gap, mais ils pensent à ça, ils passent au RPG2, c'est-à-dire ils vont passer au cycle gap, parce qu'en fait, le RPG2, ça, il y a il y a des indicateurs, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça vous permet de faire tout ça en boucle, en gros, votre programme, et vous avez le système d'indicateurs pour faire des ruptures, etc., etc. Bon, là, le RPG 2, juste pour information, il y en a encore dans des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a du RPG 2, il y a du RPG 36 qui tourne encore. J'en ai vu, c'est bon, c'est pas beau à voir, mais ça c'est mon avis. Mais ça, il y a encore pas mal d'entreprises qui utilisent du RPG 2, qui veulent le moderniser et surtout, bah, qui sait lire du RPG 2. Bah, ça tombe bien parce que nos apprenants, que ce soit actuellement sur Nantes ou sur Montpellier, ils peuvent voir du RPG 2 et spécifiquement faire faire du RPG2 pour comprendre au moins comment ça fonctionne et au moins savoir le lire et le traduire. Après ça, apparition du RPG 3 en 78, donc avec le système 38. Donc là, ça y est, là c'est un avancé majeur par rapport aux versions précédentes. Alors, quand je dis notamment RPG 2 qui est utilisé sur système 34-36, il faut savoir que 36 est sorti après 38. Ouais, c'est est sorti, pardon, et oui, est sorti après 38. 36 c'était 82 et 38 c'était 78. C'est, faites pas attention, c'est un peu le, voilà, c'est un peu quand ils ont sorti 38 en fait, voilà, c'était pour les grandes entreprises. Faites pas attention. En tout cas, le 36, lui, il est sorti, bah, comme c'était pour les petites entreprises, pas besoin de faire tourner une plus grosse technologie qui est le RPG 3. Il continue à fonctionner sur RPG 2. Donc vous aviez deux langages en parallèle. Le RPG 3, c'est là où il y a eu des améliorations notables, notamment sur la gestion des structures, c'est-à-dire des if, des indif, des lectures, on va dire, plus avancées, etc., par rapport au programme. Et là, vous avez des programmes avec beaucoup plus de règles métiers sur le RPG 3. Voilà. Et en général, c'est sur le, voilà, c'est encore présent dans de nombreuses entreprises. Donc, l'école Notos, nos apprenants apprennent beaucoup le RPG 3. C'est-à-dire qu'ils sont, pour comprendre en fait tout ce qui se passe en RPG Free, pourquoi en RPG Free, des fois on fait des cétonélaires, pourquoi on fait ça, pourquoi ça marche de cette façon, ben, on est obligé de leur montrer les indicateurs, etc. sur le RPG 3 et surtout ben, en entreprise, quand la personne arrive en entreprise, c'est ouais, RPG 3, pourquoi il y a des indicateurs là, pourquoi ça fait ça, pourquoi ça fait ci, etc. Savoir le débugger, savoir le lire, c'est important. Donc le RPG 3, voilà, nous en tout cas on voit ça et c'est encore utilisé. Sur la S400, alors par abus de langage on dit RPG 3, mais en réalité c'est RPG 400. Voilà. Bon, il y a eu quand même des petites évolutions par rapport du RPG 3 au RPG 400, mais c'est mineur, c'est pas grand chose. Un Hello World, comme à tout langage, on va voir, un Hello World, ça ressemble à ça sur RPG 3. Ça peut ressembler à ça, vous avez plusieurs manières de le coder, mais vous allez utiliser ceci. Donc pour ceux qui viennent des langages modernes, il est où mon égal? Donc il n'y a pas de égal, on va utiliser des opérations qui sont movell ou move. Voilà, qui va affecter ça, on déclarait à la volée en RPG 3 les variables, ce qui n'est plus le cas en RPG 4 ou en RPG Free. On va dire que RPG 3, bah, c'était en avance sur son temps, puisque comme en Python, vous déclarez à la volée. Voilà. Et là, par exemple, bah, je déclare une variable de 13 en char hello, bah, en fait, je vais move hello dans la variable hello. Et après, je vais move hello world, enfin world dans hello, et je vais l'afficher. Et donc, ça va m'afficher display hello world. Voilà. Vous avez fait un hello world en RPG 3. Donc c'est pas très beau hein, comme ça vu comme ça. Et puis vous allez le développer sur un écran noir et vert. Alors aujourd'hui c'est possible de le développer sur RDI, sur VS Code, mais à l'époque bah, ils étaient sur des écrans noir et vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de alors on peut rajouter de la couleur, etc. Mais c'était vraiment comme ça, quoi. C'est-à-dire là, moi, de toute façon, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait oula, attends, je vais coder Matrix ou quoi? Pourquoi, pourquoi c'est que en noir et vert? Pourquoi il n'y a pas de,
Qu'est-ce que ça veut dire move-elle, qu'est-ce que ça veut dire move, elle est où la séparation, comment s'exécute tout ça. Voilà, le RPG 3, ça s'exécute de cette façon-là. Et, donc c'est un peu, voilà, ça peut faire peur. Au premier abord, ça peut faire peur. Ensuite, en 94, mon année de ma naissance, il y a eu le RPG 4 qui est apparu. Donc c'est récent, hein. Sachant qu'il y avait encore des entreprises qui tournent sur RPG 3. Ils n'ont pas compris que bon, depuis 94, ils peuvent changer ça. Mais bon, après, il y a des contextes économiques, etc., qui font qu'ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Il y a quand même des commandes qui permettent de passer de ça à ça très facilement, hein. Voilà, je les laisse utiliser. Mais là, en RPG 4, on a l'apparition de la carte D. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé des spécifications. Bon, ça rentre peut-être un peu trop dans le détail du RPG, mais on a des spécifications et là, à partir de là, on ne peut plus déclarer les variables à la volée. On est obligé d'utiliser donc, par exemple, ma variable message, je vais le déclarer en 20 de longueur ici. Et là, le fameux égal, il apparaît. Donc là, on est un peu plus moderne. Donc le RPG 4, RPG 3. Donc il y a quand même une différence. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, vous faites pas avoir, c'est pas exactement la même chose parce que déjà là, vous allez pouvoir faire des calculs mathématiques un peu plus poussés en utilisant l'opération eval. Ici, j'aurais pu mettre, bon, si j'avais une calcul mathématique, j'aurais pu diviser, etc., etc. Alors qu'en RPG 3, bah, diviser, il n'y a pas le symbole diviser, c'est vraiment une opération qui s'appelle div. Voilà. C'est à chaque fois, ce sont des opérations. Voilà. Donc le RPG 4 a évolué et on est arrivé sur un environnement ILE. Voilà, je rentre pas du tout dans le détail, mais voilà, ça, à partir de 94, on peut écrire du code qui ressemble un peu plus à ce qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est toujours en colonné. Le RPG Free en 2001, on a commencé à enlever la carte C, à mettre /free /unfree, ou la carte C, donc là où on écrit nos opérations, nos calculs, on peut les écrire en free. C'est-à-dire que là, vous voyez, le point virgule commence à apparaître et mon display, il ressemble un petit peu à ça. On peut écrire sur ta longueur. On reste toujours sur du colonné par rapport en 2001, hein. On reste toujours en colonné par rapport aux déclarations de variables, par rapport aux cartes F, etc. Par contre, on peut écrire du code free dans les deux balises free et un de free. Et le free, c'est la vie, puisqu'en fait, maintenant, vous pouvez, c'est beaucoup plus clair pour écrire. Là, je l'ai écrit sur RDI, et voilà, la syntaxe est quand même plus moderne, qui ressemble à des langages modernes. Donc, ça fait moins peur, surtout aux développeurs qui viennent de JavaScript, qui viennent de PHP, etc. Ils font, ah, là, je me retrouve, ça y est, je commence un petit peu à comprendre. Bon, il y a encore des cartes là-haut, mais ça va. Juste un peu après, donc quelques années après, on a donc les cartes là-haut qui commencent à disparaître et on a le full free. Donc on a les fameux, on met tout là-haut dans une carte, on met étoile free et on écrit tout notre code en free. Et là on peut décaler tout à gauche et là pour le coup ça ressemble vraiment à du C++, à du PHP, etc. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus moderne en termes de langage. Et le RPG full free, quand on va vous dire voilà, tu dois coder de manière moderne, vous n'allez pas commencer à coder comme ça, hein. Voilà, vous allez coder en RPG full free, on va pouvoir intégrer du SQL dedans, on va, on va utiliser voilà, pas mal d'opérations, de fonctions, comme dans d'autres langages, vous allez faire du substring, etc. Bon, tout ça, c'était apparu en RPG 4, mais dans la réalité du terrain, c'est que les développeurs l'ont utilisé à partir du free. C'est ce que je remarque, c'est pour ça que j'ai pas mal de temps au tout début, je confondais RPG 4 et RPG 3 parce que je ne voyais pas la différence. En fait, c'est que ils ont juste converti le RPG 3 en RPG 4, mais ils utilisaient encore la manière de coder du RPG 3. Et c'est resté comme ça. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, quand vous créez une application RPG, vous partez en full free, de cette manière-là. Mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la machine, elle intègre d'autres langages de programmation et notamment le PHP. Alors pourquoi je parle du PHP? Déjà parce que j'étais développeur PHP à la base et que, enfin, je le suis toujours quelque part. On abandonne pas ça facilement. Et surtout, en fait, sur l'IBMI, le PHP, c'est assez simple à installer. On a soit Zen Server, soit Siden. Moi, je conseille. Bon, là, sur mon PowerPoint,
J'avais utilisé ZenPHP pour tester, mais je vous conseille ZenPHP et vous avez Apache qui tourne sur l'IBMI et donc bah, votre PHP fonctionne. Donc, pour les développeurs PHP, bah, vous allez pouvoir avoir tout ça. Donc d'ailleurs, voilà, le code PHP à l'intérieur codé de manière là je codais en PHP 7, mais je peux vous montrer ça, mais aujourd'hui, hop, là, aujourd'hui, alors je vais juste quitter ça, peut-être que voilà. Aujourd'hui, vous allez avoir du code PHP de manière moderne. Là, c'est PHP 8.4 avec grâce à Zayden que j'ai pu installer. Vous pouvez l'installer gratuitement, ça tourne sur Apache et tout ça pour les développeurs PHP ou même pour d'autres développeurs. Hein, vous allez voir, vous reconnaissez un petit peu la manière de coder voilà, du modèle vue contrôleur, orienté objet, etc. On peut installer Symfony sur l'IBMI. On peut installer après sur la partie Node.js, etc., etc. Donc c'est moderne. Il n'y a pas de, on n'est pas là que en full RPG, etc. On peut, pas mal d'entreprises qui font les deux, c'est-à-dire ils font du PHP, ils font du RPG, voilà. Et, euh, et là, voilà, c'est assez, c'est beaucoup plus, c'est peut-être beaucoup plus parlant pour vous, mais on peut faire tourner ça aussi. C'est ce que, on va dire, c'est ce qui arrive aussi. On dit que l'IBMI, bah, ça disparaîtra pas aussi grâce à ça. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui passent, des entreprises qui peuvent dire, bah voilà, sur le marché, j'ai des développeurs, j'ai pas beaucoup de développeurs RPG. Par contre, j'ai beaucoup de développeurs PHP. Bah, je vais utiliser ces développeurs PHP avec les sachants RPG actuels. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire d'être un développeur PHP et d'être un développeur IBMI, donc RPG. Comme ça, vous pourrez lire du code RPG et vous pourrez aussi utiliser du code PHP. Vous avez la double casquette et ça se fait de plus en plus, sachant que c'est vraiment simple à utiliser. Par contre, au niveau sécurité, bah forcément, quand on a ouvert la S400 et que c'est devenu l'IBMI et qu'on a mis tout ça, ce qu'on appelle sur l'IFS, sur un endroit qui ressemble justement un peu plus à ce que fait Linux avec des dossiers, etc. Bah, au niveau sécurité, là, c'est devenu très compliqué. C'est-à-dire on a ouvert la S400 et c'est à partir de là que l'IBMI peut recevoir en fait, on va dire des virus. Bon, après, ou la vol de données, etc. C'est à partir de ces endroits-là, puisqu'on a ouvert. Il ne faut pas oublier de mettre PHP à jour, il ne faut pas oublier de mettre Apache à jour, etc., etc. Parce que là, ça peut se faire attaquer beaucoup plus facilement que sur la partie IBMI, objet, etc. Que qui est sécurisé, on va dire, à 99%, mais là, partie sécurité, je suis pas non plus un expert là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que je connais bien le PHP, il y a des injections SQL, etc. C'est beaucoup plus simple de les faire en PHP qu'en RPG. Donc voilà. Donc c'est à la fois bien et pas bien. Bon, c'est comme, voilà, ça dépend du point de vue d'où est-ce qu'on est, quoi. Alors, je vais vous lancer un petit peu. Donc je vais lancer, hop, mon interface 5250. Voilà, donc je vais même me déconnecter. Donc là, c'est l'interface de connexion. Donc, hop, donc j'ai machine, hein, qui est une partition, chez nous il s'appelle Agrion, et on va lancer l'émulateur, parce qu'on est forcément sur un émulateur, puisque à la base la S400, bah, c'était une machine, la S400, etc., avec le fameux écran que tout à l'heure je vous ai montré, noir et vert. Ça, on développe plus comme ça sur aujourd'hui, on va utiliser un émulateur. Alors il y a plusieurs émulateurs, moi je vais utiliser l'officiel, celui d'IBM, qui est IBMI Access Client Solution, qui est gratuit et qui tourne avec Java. Donc vous avez besoin de Java. Donc voilà, ça, bon, là, c'est du Java. Pour faire tourner ceci, vous avez besoin d'une partition IBMI. Vous pouvez voilà, voir sur Internet, bon, je fais un peu la pub de pub 400 pour faire ça. Vous pouvez voilà, tester des AS400, de vous connecter à une S400 grâce à ça. Je vous conseille ACS, vous allez le configurer, vous allez lancer l'émulateur 5250. D'ailleurs, j'en ai lancé deux comme un idiot. Donc là, je vais me connecter avec mon profil. Vous avez l'utilisateur, le mot de passe. Donc mon IBMI tourne sur une version V7 R5 et vous allez vous connecter. Vous voyez sur l'interface principale de l'IBMI. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, vous pourrez saisir des commandes. Exemple, work, obj. Là, si je fais entrer, il va me proposer quel objet je dois gérer, qu'est-ce que je dois gérer, etc. Par défaut, si vous faites entrer directement, il va dire non, paramètre objet obligatoire. Bah oui, vous devez forcément faire un objet.
par rapport à ça, vous pouvez donc saisir votre commande work.obj et faire ce qu'on appelle l'invite de commande. Vous faites F4. Et là, ça, vous allez arriver sur ce menu sans lancer forcément la commande. À chaque fois, pour toute commande, vous pouvez faire F4. Donc pour l'objet, bah, je peux faire F4. Il va me dire, bah, en fait, on peut, pour objet, saisir la valeur étoile lol. Alors vous dites, mais étoile lol, à quoi ça sert, etc. Bah, en fait, on peut faire F1 pour avoir de l'aide. Et là, à tout instant, faites F1. Sur un IBMI, vous avez quand même pas mal d'aides. Et vous voyez par exemple ici, indiquer les objets à l'affichage à l'écran, gestion des objets. Étoile all, c'est tous les objets de type spécifié aux paramètres d'objet. Voilà. Donc, exemple, ici, je vais dire bah, tous les objets de la bibliothèque QFRPG, par exemple. Et ici, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de types. Les objets sont classés en différents types, en différents attributs. Et, exemple, ici, j'ai des programmes, enfin, j'ai des objets de type programme qui ont pour attribut RPG. Ici, j'ai un autre programme qui est de type RPGLE. Alors, la différence entre RPG et RPGLE, c'est voilà, l'environnement qui a changé. Bon, en général, quand vous voyez RPG, ça va être du RPG 3, RPG 2, et quand vous voyez RPGLE, ça peut être au minimum du RPG 4 colonné. Voilà. Et là, vous allez descendre, vous allez voir, il y a des types PF, Physical File. C'est là où vous allez avoir des données. Vous allez avoir des types, des attributs de type, d'attributs écran. Mais à chaque fois, ce sont des fichiers, puisqu'en fait, ils vont stocker des données. Bon, là, c'est des données de type écran, d'attributs écran, d'attributs fichiers physiques, etc., etc. Voilà. Et là, donc, avec cette interface-là, vous allez gérer, par exemple, gérer les droits avec option 2. En fait, sur l'IBMI, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les commandes par cœur. Vous connaissez par exemple WorkOBJ, bah, ici, bah, il va vous dire 2 c'est pour réviser les droits, 3 c'est pour copier, 4 c'est pour supprimer, etc., etc. Si on se place dessus et qu'on fait F1, bah, vous allez encore avoir de l'aide. Ça, à tout instant, je vous ai dit, vous pouvez faire de l'aide, utiliser l'aide. Et là, vous allez voir, par exemple, de réviser les droits. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de modifier ou de supprimer les droits d'un utilisateur sur un objet, ou bien d'ajouter de nouveaux objets. Ben, on va faire ça, par exemple. Je vais faire l'option 2, je vais faire entrée, et je vais pouvoir dire, ben voilà, ah, les droits sur les objets, là, le public, il est en change, et vous pouvez faire F11 pour avoir plus de, voilà, quelle opération peut exécuter les différents types d'utilisateurs. Donc, tout le public, c'est-à-dire tous les utilisateurs voilà, peuvent avoir une lecture, un ajout, une mise à jour, une suppression, une exécution des objets sur cet objet-là. Donc mon PR de QFRPG, ils peuvent tout faire. Je peux, sur un IBMI, donc rajouter exclude. Voilà. Et là, vous voyez, pam, tout ça, ça a disparu. Là, quasiment plus personne, à part l'utilisateur Sylvain, peut utiliser cet objet. Voilà. Donc c'est de cette manière-là qu'on va gérer les droits sur un IBMI. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de code RPG3, de code RPG4, etc., etc. Comment faisaient les développeurs à l'époque pour développer? Donc, ils allaient ce qu'on appelle le PDM, donc strPDM, le gestionnaire de développement, c'était ça. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous avez VS Code, RDI, Eclipse, etc. Ça, je sais que beaucoup de monde connaît ces outils-là. À l'époque, ils avaient le gestionnaire de développement, PDM, et on va, donc avec l'option 3, aller dans la gestion des membres et développer du code. Par exemple, du code RPG3. Ici, vous voyez, encore une fois, éditer, copier. Si on est perdu, on peut, avec l'aide, retrouver toutes les informations. Donc ici, je vais éditer du code RPG3. Je vais faire option 2. Voilà. Et là, ils étaient sur ce menu-là et ils allaient développer. Alors, pour développer, évidemment, c'est vrai que là, vous regardez, vous faites, mais dans opération code, mais qu'est-ce que je vais écrire, qu'est-ce que je vais faire, etc. Encore une fois, à tout instant, vous pouvez faire F4. Et F4, ça va vous donner les indications de là où vous devez saisir, par exemple, l'opération, les facteurs 1, facteur 2, etc., etc. Et vous pouvez même faire F1 pour avoir toutes les opérations de code. Ça, en langage RPG. Bon, je ne vais pas rentrer plus en détail, mais voilà, vous allez développer ici et je vais quitter. Et ensuite, voilà, vous avez développé votre programme RPG et ça, comment dire ça, voilà, vous allez le compiler en fait. Tout objet, en fait, un objet, c'est là, vous allez l'éditer sur PDM et en fait, quand vous allez compiler, ça va devenir un objet de type programme attribut RPG.
Voilà. Et là, je vais juste compiler. Là, on va voir que le programme RPG3 a été placé dans la bibliothèque et je vais pouvoir l'exécuter pour pouvoir l'utiliser. Donc tout ça, c'est la manière de coder, de voir les commandes, etc. Je vous parle d'objets sur l'IBMI. Comment est structuré un IBMI? Donc comment, là tu nous parles, Sylvain, tu nous parles d'objets, ok, tu nous parles de code, tu nous parles de connexion, etc. Et en fait, l'IBMI, c'est géré en fait en mode bibliothèque, c'est-à-dire que tout est objet et même les bibliothèques sont des objets. Vous avez la bibliothèque principale, hop, qui est Q6. En gros, quand je vais faire étoile all, par exemple, et je vais dire Q6, on va retrouver à l'intérieur toutes les bibliothèques qu'il y a sur notre machine. Alors là, c'est une machine de formation, donc vous allez en trouver pas mal avec des noms, voilà, avec les noms des apprenants, etc. À l'intérieur de ces bibliothèques, vous allez retrouver en fait d'autres objets. Donc à l'intérieur des bibliothèques, vous allez trouver des objets. Et là, si je fais work obj, bah, je vais prendre par exemple tous les objets de la bibliothèque ActB, bah, vous allez retrouver tous ces objets à l'intérieur de cette bibliothèque. C'est pour ça qu'on voit ici le mot bibliothèque. Voilà, c'est structuré de c'est structuré de cette manière-là sur sur un IBM. Hop, voilà. Donc tout à l'heure, je vous disais, bah, il y a plusieurs commandes que vous pouvez utiliser, comme STR-SQL. Bah, voilà, vous pouvez le lancer ici et faire vos requêtes SQL. Alors, je vais saisir celui-là et là vous affichez par exemple directement les données. Vous avez pas mal de commandes. Alors, ça, je vous rassure pour les nouveaux utilisateurs, les commandes, vous les apprenez pas par cœur, à part peut-être WorkObj, à force de le taper, vous allez apprendre par cœur. C'est pas quelque chose il y a des milliers de commandes, hein, il y a plus de 2000 commandes, je crois, sur l'IBMI. Vous n'allez pas les apprendre par cœur. Il y a des commandes, des fois, où on en découvre, même des personnes qui sont 30 ans sur l'IBMI, ils vont en découvrir du jour au lendemain, ils vont faire, ah, mais ça, cette commande, je l'ai jamais saisie, qu'est-ce que c'est, etc. Et vous allez faire F4, F1, etc. Et vous allez chercher à comprendre, vous allez regarder sur Internet la documentation, vous allez vous renseigner, etc. Et pour saisir différents types de commandes. Et c'est en général, hein, vous allez découvrir petit à petit. Vous allez découvrir petit à petit les commandes. C'est pas quelque chose que vous allez voir comme ça tout d'un coup. Voilà. Même nous, dans notre formation, on voit ça euh, petit à petit et on essaye voilà, de montrer de vous montrer. Ça, c'est pour rassurer pour les futurs apprenants au cas où qui regardent ce webinaire. C'est pas quelque chose, voilà, je vous rassure, c'est pas, vous n'allez pas apprendre les milliers de commandes d'un coup et vous allez voir ça petit à petit. Et en parlant, du coup, hop, en parlant d'école, alors je vais me mettre sur mon slide. Et ensuite on ira sur la partie IA. Hein. Hop, je vais juste m'afficher. Donc, nous, par rapport à notre école, donc je fais un peu la pub de Notos, c'est une institut de formation qui a été créé en 2004, qui a été récompensé par le prix Innovation d'IBM en 2019. Et Notos a formé plus de 2000 stagiaires en entreprise, en alternance et via plusieurs promotions d'académie. On est vraiment spécialisé sur l'IBMI, c'est-à-dire tout ce qui est IBMI, AS400, langage RPG2, RPG3, RPG Free, CL, objet, enfin bref, vous avez tout ce qu'il faut sur l'IBMI, vous l'avez chez Notos. Et il y a plusieurs formateurs voilà, qui sont, on va dire, spécialisés dans ces domaines-là. Et si vous suivez le parcours voilà, pour les nouveaux alternants ou nouveaux apprentis ou apprenants, vous êtes suivi de A à Z vraiment par les formateurs et on fait ça par exemple en POI, mais on fait ça aussi en client, c'est-à-dire vous pouvez avoir un développeur voilà,
développeur PHP, ça fait 3 ans qu'il fait du développement PHP, un jour il a besoin de lire du code RPG, ben en fait nous on va aller les former en entreprise pendant 5 jours, 10 jours, etc. Ça dépend, on fait ça à la carte. Et, euh, et voilà, donc ça c'est Notos. On est plusieurs formateurs. Notos a aussi un IBM champion, c'est-à-dire moi. Voilà, donc on est quand même assez reconnu dans ce monde IBM. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, voilà, je vous conseille de venir à Paris au Power Week, c'est très très intéressant. Si vous êtes sur Paris, vraiment au Power Week, si vous pouvez vous inscrire, il y aura les différents acteurs de l'IBMI, voire même du monde Power, et je vous conseille, et nous je serai là avec Madame la directrice, et on vous montrera comment comment en fait forme Notos. Parce que voilà, vous avez vraiment, on a déjà formé pas mal de personnes sur que ce soit sur Paris, sur Nantes, qui sont en cours de formation, sur Lille. Euh, voilà, on a quand même toute une on attaque un peu la France et là bientôt enfin on va aller sur Strasbourg. Voilà. Notre force à nous en fait, c'est que on recrute localement. C'est-à-dire que si on va par exemple sur Nantes, on va prendre le plus proche possible de Nantes. Si on est sur Montpellier, on va prendre sur Montpellier. Si on est sur Paris, on va prendre des Parisiens, etc., etc. Ça, c'est notre approche, c'est notre force. C'est-à-dire quand les entreprises reçoivent le candidat, etc., on l'a formé sur 57 jours, ben, c'est plus facile aussi pour eux, pour l'apprenant de s'adapter aux cultures d'entreprise parce qu'il connaît déjà l'environnement, on va dire extérieur. Quand vous avez un Parisien, par exemple, qui arrive sur Toulouse, je vais prendre ça au hasard, il va arriver sur Toulouse, ben en fait, le Parisien va être un peu perdu parce que ben, la vie parisienne, elle n'est pas du tout pareille qu'à Toulouse, donc déjà, il va avoir du mal à s'adapter à Toulouse. Donc c'est pour ça qu'on préfère prendre des personnes sur place ou le plus proche possible. Et ensuite, donc on a déjà 8, voire même maintenant 9 formations déjà réalisées. On va adapter chaque formation et chacun des apprenants voilà, on va essayer de les rendre opérationnels. Le mot opérationnel est important parce que on ne veut pas les rendre experts, on ne va pas les rendre, voilà, ils ne veulent pas savoir tout faire. Par contre, opérationnel, c'est je sais, euh, je sais coder un programme RPG, je sais le lire, je sais le débugger, je sais lire les logs, je sais répondre à des messages, voilà, je comprends comment fonctionne l'IBMI et ça, c'est notre objectif vraiment dans les 57 jours de POI. Voilà. Notre équipe de formation, donc moi je fais la pub avec nos différents formateurs sur la partie de l'école Notos. Bon, je vais pas je vais pas présenter chacun, mais voilà, on a plusieurs formateurs et chaque formateur, comme je vous l'ai dit, est spécialisé dans un domaine. Notre méthodologie. Donc, alors, nous, ce qu'on a mis en place, c'est on a une semaine de cours pour chaque module. Exemple, je vais prendre une semaine de cours sur le CL. Voilà. On va faire d'abord la théorie. Ensuite, il y a des TP non notés, c'est-à-dire enchaînement de théorie avec des TP non notés pour rester on va dire actif. Parce que l'apprenant, pour qu'il reste actif, on va avoir des cas pratiques en solo ou des cas pratiques par groupe. Donc, à chaque fois, les apprenants si on faisait que de la théorie comme à l'école, ben, certaines personnes s'ennuieraient. Ou si on faisait que des TP directement, allez-y, go, faites le TP, apprenez tout seul, ben, ça le ferait pas aussi. Là, c'est vraiment en mode théorie, TP, théorie, TP. Et ensuite, pour valider tout ça, pour savoir si l'apprenant comprend ce qu'on fait sur l'IBMI, ben, en fait, on va faire ce qu'on appelle des TP notés, donc par QCM, donc QCM pour voir si la personne a suivi la manière théorique du cours, et des TP notés, c'est-à-dire où ils sont tout seuls, où ils vont par exemple faire ça pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 1 heure, etc., etc. Et ils vont être notés et jugés comme s'ils étaient en entreprise. C'est-à-dire que le TP, je le donne, ils ne peuvent pas accéder aux autres bibliothèques, par exemple, et ils sont vraiment derrière l'écran en train de réfléchir à comment je vais réaliser ce que le formateur me demande. Et nos TP, forcément, sont inspirés de cas réels. L'avantage, voilà, davantage que j'ai pu travailler chez Harmonie un certain temps, c'est que les différents formateurs, etc., ont leur spécialité. On met des cas pratiques réels, c'est-à-dire qu'on ne donne pas des cas pratiques inventés comme ça, et il y a juste les données, voilà, on essaie d'arrondir les choses, et voilà, donc on essaie de faire des TP notés.
Et chaque semaine, ils sont notés. Et pour l'apprenant aussi, c'est très bien parce qu'il arrive à se situer où est-ce qu'il est. C'est-à-dire, si je sais pas, si la personne a eu 15 sur 20, ben, il se dit, bon, bah, ok, il y a des choses que j'ai pas encore tout bien compris, mais il y en a d'autres où c'est bon, c'est acquis, je peux continuer. Et on a un examen de mi-parcours dans notre 57 jours de POI qui permet justement c'est juste avant le RPG, en fait, qui permet de savoir, ça nous permet de savoir si l'apprenant est capable de comprendre de comprendre le RPG qui va arriver. En fait, on n'a pas encore fait de RPG et de voir si la personne, l'IBMI, les job Q, les job D, le SQL, le CL, etc., de comprendre vraiment tout ce qu'il y a autour le RPG, parce qu'on n'est pas seulement développeur RPG en général. Quand on est développeur IBMI, on a vraiment tout l'ensemble et ça permet de savoir si le candidat est fait pour ça, si ça lui plaît, etc. Donc, examen de bi-parcours, bah voilà, on a malheureusement des fois des personnes que ça ne le fait pas et on leur dit, voilà, on arrête ici. Mais pour ceux qui continuent, bah voilà, eux aussi sont rassurés en mode, ah oui, je suis capable de suivre une formation et de suivre cette formation Notos et je vais pouvoir continuer à faire ça. Et ensuite, les TP notés, les QCM, etc., etc., ça continue. Voilà. On suit tout au long du parcours. L'avantage, c'est que tout au long du parcours, bah, plusieurs formateurs évaluent leur progression, donc il y a différents avis, c'est-à-dire que chaque formateur ne va pas forcément avoir les mêmes avis sur différents apprenants. Donc ça permet aussi entre nous, entre formateurs, de se concerter, de dire, bah voilà, telle personne, je pense qu'il a des difficultés en RPG 3, bah, peut-être qu'il faudra appuyer sur le RPG 3 un peu plus tard, etc., etc. Ça, c'est l'avantage d'avoir une formation où les formateurs en fait se connaissent, c'est-à-dire se connaissent et sont dans la même structure. Ça, c'est vraiment un des points forts, c'est que bah, s'il y en a un nos formateurs, c'est pas des formateurs externes. Qui se communiquent pas entre eux, entre formateurs, etc. Là, non, on est tous dans la même entreprise, on se communique entre nous. S'il y a des difficultés, bah, moi la semaine prochaine, par exemple, je vais arriver, je vais dire ah ben toi, tu as eu des difficultés avec l'autre formateur sur tel point, qu'est-ce que tu as pas compris? Je vais l'expliquer peut-être d'une autre manière. Et encore une fois, il y aura 2 explications, 3 explications, etc., etc. Donc ça, c'est une des plus grandes forces de Notos. Le suivi par des TP et par des QCM, ça structure tout ça, comme dans une vraie école en fait, hein, comme à l'université, où les, où les apprenants ils vont avoir des QCM, ils vont avoir des contrôles, etc. Bah là, il peut arriver que je fasse des contrôles surprises, des TP surprises, en disant bah voilà, vous avez 30 minutes pour faire ça. Allez, c'est parti, comme en entreprise, c'est-à-dire il y a le feu, vous arrivez à 9 heures, il y a le feu, vous avez 1 heure pour résoudre ce problème, allez-y. Des fois, je vais simplement bloquer un batch, des fois, je vais faire ça, etc., etc. Donc ça, c'est le, c'est, c'est la manière dont le système Notos fonctionne. Et donc, à la sortie de formation, vous allez rejoindre des équipes et voilà, vous serez prêt à travailler, à être opérationnel par rapport à ça. Voilà. Bon, là, je vous montre un petit peu la découverte en fait de ce qu'il y a sur l'IBMI. Ça revient un petit peu sur notre première partie, c'est-à-dire que vous allez avoir dans notre programme de formation, ils vont avoir au début l'apprentissage, en fait ce qu'on a fait ce matin, l'apprentissage de qu'est-ce que l'IBMI, qu'est-ce qu'un objet, qu'est-ce que les bibliothèques, comment gérer tout ça, quels sont les outils. Voilà, ça c'est notre première semaine et ensuite on va enchaîner sur la conception des écrans, la conception des fichiers imprimantes, le CL pour gérer les jobs, enfin voilà, tout ça petit à petit, chaque semaine, ils vont avoir toute cette partie-là. Et ensuite, après avoir vu tout ça, RPG 2, RPG 3, RPG 400, pour analyser et comprendre le code présent dans les programmes, c'est surtout pour comprendre, mais ils vont le coder aussi. Parce que rien de mieux que de coder pour comprendre plus tard, pour lire du RPG 3. Donc l'avantage, c'est ça, c'est que on fait pas que de la quand on parle de modernisation, on ne parle pas que de on va faire du RPG full free en mode DevOps, ça y est, c'est parti avec de l'IA, machin. Ça, c'est bien, ça, c'est une bonne partie. On va le voir justement. Par contre, on voit aussi cette partie-là, c'est-à-dire RPG 2, RPG 3, pour comprendre vraiment la structure. On va voir les PF, les LF, les RPG, le CL à l'ancienne, comment en fait comment ça fonctionne, parce que dans la plupart des entreprises, ça fonctionne toujours en mode RPG 2, RPG 3. Donc quand l'apprenant, s'il arrive directement à RPG full free sur ce système-là,
va y avoir une différence de 30 ans, voilà, de 30 ans dans le visage. Donc, pour éviter ça, on leur apprend d'abord le RPG 2, puis après le RPG 3, puis ensuite, on va sur cette partie Free, DevOps, modernisation, Web Service et SQL Service. On arrive sur le 21e siècle, en fait, avec ça. Et quand, par exemple, nos apprenants font du Web Service, font du RPG Full Free, bah, ils n'ont pas oublié toute cette partie RPG 2, RPG 3. De toute façon, sur le projet final, il y aura un peu de tout. Il y a un projet final à la fin de la formation. Donc, ça, vous avez vraiment, et là je dis que ce soit c'est des clients enfin, des entreprises qui me suivent ou des apprenants voilà, qui veulent, voilà, des nouvelles personnes qui veulent venir dans notre formation, vous avez vraiment tout un bagage. C'est-à-dire c'est un bagage complet. Vous n'avez pas juste une partie d'une formation. Vous avez un peu tout. Et avec ça, vous êtes opérationnel pour comprendre ce que vous avez en entreprise. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas perdu sur certains points. Ça peut être très compliqué quand vous arrivez en entreprise et que la plupart du cœur du métier tourne en RPG2. Vous faites comment en full free? Voilà, il faut comprendre ça. Donc toute notre formation est basée là-dessus. C'est essayer d'avoir des personnes, des développeurs IBMI. Et quand on dit IBMI, dans le mot IBMI, on a l'AS400 dedans, on a beaucoup de choses à l'intérieur. SQL, etc., etc. On a pas mal de choses. Bon, notre force, hein, voilà, je vous l'ai déjà dit, on a aussi formé plusieurs sessions, des sessions avec 15 personnes, des sessions. Alors aujourd'hui, on préconise les sessions avec entre 8 et 10 personnes, c'est l'idéal. 10 personnes maximum, 8 personnes minimum. Comme ça, c'est parfait, le groupe vit bien quand il y a des TP, etc. Ça crée une bonne cohésion dans le groupe. Et pour les formateurs aussi, c'est beaucoup plus simple d'apprendre. Quand il y a des questions, bah, ça crée des petits groupes. Donc c'est vraiment plus simple. Quand vous avez ouais, voilà, 15 personnes, par exemple, ça peut être compliqué, 20 personnes, ça peut être très compliqué. Ça se fait, hein, ça se fait, mais c'est quand même, les questions sont moins, comment dire, c'est moins personnalisé. C'est-à-dire qu'on va donner un cours plus généraliste. Moins il y a de monde, plus c'est personnalisé, plus les questions sont, voilà, questions pertinentes, donc vous restez dessus, etc., etc. Le recrutement, comment intégrer Notos? Bah, en fait, déjà, quand vous avez postulé, donc vous allez passer par plusieurs étapes où qui est déjà votre profil, est-ce qu'il correspond? Alors, est-ce qu'il faut être informaticien pour faire du RPG2, du RPG3, de l'IBMI? Eh bien non, pas forcément. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui veulent faire de l'informatique, mais qui n'ont pas sur cette plateforme, je pense sur cette plateforme encore plus que sur d'autres plateformes, vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas forcément un avantage si vous avez fait de l'informatique avant. C'est, vous pouvez être pendant 5 ans travaillant en logistique, préparateur de commandes, vous avez fait des commandes, vous avez porté des palettes, vous avez vu un peu la gestion de stock en réel, c'est-à-dire avec plein de personnes, plein de préparateurs, etc. Bah, ce genre de personne, ce genre de profil va souvent, je dis même pas parfois, s'en sortir beaucoup mieux que des personnes qui ont fait que de l'informatique, du JavaScript, du moderne. Parce que comme vous l'avez pu le voir, le RPG2, RPG3, l'IBMI informatique de gestion, vous avez besoin de comprendre les métiers. Et souvent, quand on était à côté des métiers, c'est beaucoup plus simple de les comprendre. Moi, je prends mon cas, j'ai fait de la préparation de commandes, j'ai vendu de poissonnerie, etc. Comprendre les stocks, comprendre la logistique, etc., ça m'a servi beaucoup plus que de faire du PHP, par exemple. Parce que, au contraire, quand j'ai fait du PHP, par exemple, en fait, je devais désapprendre certains concepts pour apprendre. Alors que les personnes qui vont arriver en ayant un métier assez stable voilà, dans la tête, etc., en comprenant plusieurs années, ils ont fait autre chose, en fait, c'est beaucoup plus simple de comprendre ce qu'il y a derrière l'IBM. On recrute quand même avec des tests d'algorithmie. Alors, test d'algorithmie, ça ne veut pas dire vous allez faire du code PHP, JavaScript. Non, l'algorithmie, c'est vous pouvez écrire votre algorithme en pseudocode, en français, en disant là, tant que je fais ça, alors je fais ci, etc., etc. Ça, on va voilà. Et après, juste après ça, juste après le test d'algorithmie, on va vous questionner, etc. Et c'est après une concertation de plusieurs personnes, on va pouvoir vous dire oui, vous pouvez intégrer la formation ou non, ça le fait pas. Et après, dans tous les cas, il y a des DP chaque semaine
et il y a l'examen de mi-parcours. Donc il y a des filtres à chaque, il y a des portes en fait jusqu'à la fin. Donc c'est pas vous êtes recruté, ça y est, c'est fini, c'est bon, je vais pouvoir me la couler douce. Au contraire, bah, ça va être, il va y avoir beaucoup de boulot encore derrière. Et d'ailleurs, il y en a qui sont encore en cours, en cours et, euh, et c'est vrai que c'est pas simple. Je pense qu'ils s'en rendent compte, c'est pas simple et voilà. Mais c'est pour leur bien. Voilà, parce que pour que derrière en entreprise, plus dur est l'entraînement et plus facile est le combat. Bon, j'espère que la phrase est comme ça parce que je suis pas trop d'accord. Mais voilà, c'est le boxeur qui va s'entraîner voilà, qui va s'entraîner pendant toute la semaine pour préparer son combat. Bah, le combat c'est l'entreprise et là nous on est en mode entraînement. Il se prend des coups, peut-être des coups qu'il se prendra plus jamais, même en réel, mais c'est pas grave. Au moins il a ça dans sa tête. Et ça, voilà, c'est notre cycle de formation. Donc aussi, on propose, voilà, pourquoi vous voyez 12 mois ici. Sur Montpellier, il y a aussi on propose aussi de l'alternance, c'est-à-dire qu'après les 57 jours de POI, ils ont un an pour préparer, et on est les seuls à faire ça. Le RNCP Bac plus 3, concepteur développeur d'applications, c'est donc certifié par le ministère du Travail, c'est un vrai diplôme qui est reconnu par l'État. Bac plus 3 et Bac plus 4 au niveau européen, et on est les premiers à avoir fait ça. C'est-à-dire, voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous communiquer encore les résultats parce qu'ils ont passé l'examen, mais on n'est pas encore autorisé à communiquer les résultats de la session. Mais je peux vous dire qu'il y a des bonnes nouvelles et que les alternants, donc aujourd'hui, intègrent leur entreprise. On a des personnes qui ont été diplômées sur l'IBMI, donc qui est adapté, concepteur développeur d'applications. Bah, vous allez le trouver sur internet, concepteur développeur d'applications JavaScript, Java, C Sharp, C++, etc. Bah, aujourd'hui, vous avez concepteur développeur d'applications IBMI avec RPG à l'intérieur. Voilà, et c'est passé, c'est-à-dire que ça le fait, on a réussi à faire ça, donc ça prouve aussi voilà, qu'on est capable de structurer et d'être certifié par le ministère du Travail, on est aussi certifié Calliope, d'avoir tout ça. Donc, si vous êtes sur Montpellier, par exemple, ou si vous voulez vous déplacer à Montpellier, faire une alternance sur l'IBMI, voilà, et vous êtes bac plus 2, par exemple, bah, vous voulez passer bac plus 3, vous pouvez faire ça. Vous pouvez intégrer, bon, il faut trouver l'entreprise, etc., hein, mais voilà, comme je vous l'ai cité, il y a pas mal d'entreprises qui recherchent, et vous pouvez en parler aussi à ces entreprises-là en disant, voilà, moi j'ai trouvé mon école d'alternance IBMI, ils vont dire, ah, comment ça existe déjà, et après ils peuvent nous poser la question en mode, bah oui, on l'a, et notre première session, voilà, on l'a faite, et là on a notre deuxième session qui est en cours, et vous pouvez intégrer tout ceci en alternance. Et sur un an, c'est-à-dire pendant un an, il y a une semaine par mois de cours où ben, ils vont approfondir tout ce qu'il y a sur l'IBMI, ils vont faire des projets, etc., etc. Et vous allez vraiment avoir à la fin des personnes capables de conceptualiser une application. Concepteur développeur d'application, c'est délivré par un jury qui sont aussi des experts sur d'autres langages, etc., mais qui vont, voilà, qui vont dire, ben voilà, ils savent faire une application, ils savent conceptualiser un MCD pour ceux que ça parle, MCD, MPD, faire un Gantt, faire tout un projet, comme un projet, comme un chef de projet en fait. Et ça, à la fin, ils obtiennent vraiment quelque chose qui est validé par le ministère du Travail, qui est validé. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, je ne sais pas les 57 jours de POI de ça. À la fin des 57 jours des POI, ben voilà, vous avez terminé votre entreprise, c'est déjà très bien. Mais vous avez aussi cette partie alternance. Si vous voulez en savoir plus, alors moi je vous montre juste avant, hop, voilà, bah, notre formation à Paris, à Montpellier, sur Lille, là où j'ai pas mis les photos sur Nantes, et voilà, vous avez différentes salles, et chaque apprenant a son ordinateur, il se connecte sur notre machine de formation qui est en V7R5, et voilà, où il peut voir de l'ancien code jusqu'au nouveau code. Le planning ressemble à peu près à ça. Voilà, ça c'est les plannings, les 57 jours sont à peu près, voilà. Je vous l'explique pas forcément en détail, mais c'est tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, et vous pouvez le retrouver. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le retrouver sur le site notos.fr. Hop, alors je sais pas pourquoi ça va. Bon, je vais faire Notos. Notos. Hop, pour avoir plus d'informations. Voilà, je vous conseille d'aller
d'aller sur le site web et de voir un peu ce qu'on est capable de faire. Et aussi la partie formation entreprise, c'est qu'on est capable de vous former sur des personnes qui connaissent par exemple Linux et de les former sur l'IBMI. Voilà, moi c'est déjà arrivé où les personnes en face sont des experts Linux, c'est-à-dire moi je suis à côté, je suis un bébé à côté d'eux par rapport à littéralement. Sur Linux, ils sont très bons. Par contre, ils ont une machine IBMI que celui qui savait administrer part à la retraite. Comment administrer cette machine, etc. Ben, on vous propose aussi la partie administration, exploitation IBMI. Soit en personnalisé sur plusieurs jours, soit bientôt on va faire une formation en ligne, comme là celui-là il était gratuit, c'est une initiation, c'est une présentation, où vous allez pouvoir, alors on n'a pas encore les dates exactes, mais vous allez pouvoir voilà, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre entreprise, etc., demander des formations pour administration, exploitation, c'est sur une demi-journée, voilà, déjà pour comprendre, et si vous voulez en savoir plus, après prendre des jours de formation. Voilà, on est certifié Calliope. Voilà pour la présentation aussi de nos TOS, de ce qu'on est en général. J'espère que voilà, j'espère que cette partie-là vous a plu. Et maintenant, je pense que pour certains, il y en a qui sont venus pour ça. L'IA, c'est un peu un mot à la mode. L'IA, alors c'est à la mode, mais on va dire que c'est de plus en plus. Aujourd'hui, vous pouvez le voir. Là, récemment, Sora 2 est sorti pour la partie vidéo. C'est assez impressionnant, comme ça évolue très très vite. La fameuse vidéo de Will Smith générée par IA il y a 2 ans, et aujourd'hui, vous regardez les vidéos générées sur Sora 2, c'est assez impressionnant. En fait, sur l'IBMI, il y a aussi quelques petites progressions, et je vais vous montrer en fait plusieurs IA. Alors, je vais juste trouver un petit truc. Voilà. Donc, par rapport à l'IA, hop, je reviens juste sur un petit truc. Donc, j'ai, on va dire, depuis septembre 2023, on va dire, j'ai quand même pas mal pratiqué, pas mal utilisé l'IA générative, comme ChatGPT, comme DeepSeek ou comme Claude. Je vous montrerai un petit peu les différents IA. Et sur le RPG, en fait, le constat est que c'est pas terrible, mais ça peut aider. C'est un outil. En fait, il faut voir l'IA comme un assistant, comme un outil pour vous aider à développer ou à comprendre du code, et notamment du code SQL où ça peut un petit peu servir. Le Bon, l'intelligence artificielle, tout ça, machine learning, deep learning, je ne vais pas rentrer dans le détail c'est vraiment un cours dédié sur ça. La seule chose, c'est que on a testé, j'ai testé pas mal de choses sur l'IBMI, notamment quelques codes, alors à l'époque, sur, voilà, est-ce que tu peux écrire un programme langage, un RPG full free, sans utiliser de procédure qui affiche bonjour à l'écran d'instruction. Alors, sur des choses simples, ça marche. Là, quand je mets le petit bonhomme vert, là, ça veut dire que ça fonctionne. Temps de génération, 7 secondes. Donc, pour des programmes simples, vous pouvez utiliser ChatGPT. Malheureusement, dès que vous commencez à faire du RPG 4, par exemple, avec le full free, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des petits problèmes. En fait, le colonné, il va jamais savoir exactement où mettre les opérations de code, etc., etc. Bon, voilà, l'IA, c'est pas parfait. Vous pouvez, là, par exemple, j'ai testé ce qu'ils nous ont donné. euh, je crois que c'était, voilà, par exemple, le découpage d'un film, l'affichage en boucle d'une table film. Ça a mis 15 secondes à générer et ça affiche. C'est-à-dire, ça déclare mon fichier, boucle tant que pas fin de fichier, je lis. Et si je suis pas à la fin du fichier, bon, là, et ça, c'est lui qui a généré. C'est pas forcément un code qui est parfait, mais en tout cas, ça fonctionne. Voilà. Donc, il y a des principes qu'il arrive à faire fonctionner. Et pareil en SQL, c'est-à-dire si vous lui demandez du SQL, là, il a mis 2 coups pour le faire fonctionner, c'est-à-dire que je lui ai passé quand même les erreurs, je lui ai mis à l'intérieur, ça fonctionne. Voilà. Et là, par exemple, celui-là, c'était le RPG Battle 2023.
bah, il a été capable de le faire quand même en 2 coups, en 1 minute 5. Ça m'a pris 1 minute 5 pour le faire. C'était le RPG Battle. Alors, j'aurais pas eu tous les points avec ce genre de code, hein, mais à la fin, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va découper un fichier, enfin un JSON, voilà, avec Matrix, Spider-Man, Inception, les films, etc. Et on va essayer de le découper. Donc, il m'a généré ça et ça fonctionne bien. C'est-à-dire que j'affiche Matrix, Spider-Man, Inception, sans les caractères. En fait, l'objectif, c'était d'enlever les cotes, voilà, d'enlever tout ça et ça l'a généré en 2 coups en 1 minute 5, donc c'est pas mal pour un battle RPG qui devait durer au moins 1 heure, quoi. Donc c'est capable de faire tout ça. Même le palindrome, qui est quand même quelque chose assez complexe au niveau algorithmique, il a été capable de me le générer en 7 coups. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait des erreurs, je devais lui dire bah non, là machin. Bah, là j'ai mis beaucoup plus de temps, hein, parce que l'algo pas pareil. Il a même utilisé une fonction que je connaissais pas, le down to, enfin l'opération de lire à l'envers. Bon, des fois voilà, il fait sa sauce. Ce qui est compliqué avec l'IA, c'est ça. C'est que ok, ça a fonctionné. Il n'y a pas de souci. Au début, ça va être très très bien. C'est vraiment, il va vous générer le code très rapidement, etc., etc. Le seul problème, c'est quand il va vous générer de plus en plus de code. À un moment donné, il va buter sur un problème. Le problème, c'est que c'est pas votre code. Vous avez fait générer tout ça à l'IA. Et en fait, vous allez arriver, vous allez vous dire, mais là où il s'est planté, je ne sais pas du tout comment ça marche. Comment est-ce qu'il a codé? Par exemple, là, le code qui a été généré ici, si c'était moi-même, j'aurais fait un palindrome, j'aurais fait mon algo, etc., etc. Ben, je sais à peu près où est-ce qu'il s'il y a un bug, s'il y a au débugage, je peux voir où est-ce qu'il y a le problème. Par contre, ce qui est généré par l'IA, ben, c'est littéralement comme si quelqu'un d'autre avait développé et que vous débuguiez en fait l'IA. Donc vous allez faire du boulot de débugage. Donc ça va revenir au même. Et en fait, ce qui a été constaté, et c'est vrai que j'ai pas les sources, c'est un peu dommage par rapport à ça. Ce qui a été constaté, c'est que la, la, la génération d'IA est plus rapide, par contre, débugger est plus long que si c'était vous qui l'avez développé. Au final, il n'y a pas vraiment de gain de temps. C'est pour l'instant, à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a pas de gain de temps sur l'utilisation de l'IA. Il y a une gain de temps sur, euh, par exemple, si vous voulez commenter votre code, là, par contre, il y a un gain de temps. C'est-à-dire, vous prenez votre code, vous ne savez pas comment commenter, vous allez dire commente-le. Là, il y aura un gain de temps parce que vous allez avoir un super commentaire. Vous allez générer de la documentation, vous allez avoir voilà, des choses de plus en plus pertinentes. Par contre, sur vraiment générer du code de zéro, ça va être très compliqué. Bon, après, IBM est en train de développer, par exemple, Bob. Bob, ils ont donné un sacré nom, euh, une assistante de code pour RPG. Je ne l'ai pas encore totalement testé, donc à voir. Et nous, alors, moi, côté Notos, je ne sais pas trop, mais le groupe Harmony, donc ils ont une IA qui s'appelle Carlai, qui, euh, qui essaie de documenter du code RPG 3, RPG 2, etc. Et ils sont de plus en plus pertinents. Donc, mais là, c'est vraiment ça serait un autre webinaire, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est pour vous dire que même si l'IA, c'est un mot à la mode, ça évolue et ça évolue très rapidement. Mais il faut faire attention. C'est un outil, c'est pas un remplaçant. Voilà, il faut le voir vraiment comme un outil, comme l'arrivée de Google à l'époque. Voilà, ça n'a pas remplacé les livres. Dire quand vous cherchez quelque chose sur Internet, bah, vous cherchez quelque chose sur Internet, bah, les livres que vous avez à la maison, les livres sur les dauphins à la maison est très pertinent aussi. Voilà, il est peut-être pas à jour, mais à l'intérieur, vous allez trouver des données qui ont été travaillées, etc. Bah, pour l'IA, c'est la même chose. Voilà. Donc, moi, ce qu'on a fait chez Notos, c'est qu'en fait, aujourd'hui, avec ChatGPT, vous pouvez personnaliser une IA. C'est-à-dire que vous prenez ChatGPT, le ChatGPT basique, si vous lui demandez qu'est-ce qu'un objet IBMI, bah, à chaque fois, il va vous le répondre d'une manière avec ce qu'il a été entraîné, donc ce qu'il a lu sur Internet, qui est plus ou moins vrai. Il va essayer un peu de regarder les docs, etc. Ça va pas être structuré de la bonne manière. Puis il faudra lui dire aussi le prompt, il faudra lui dire bah, explique-le d'une manière, bah, je suis débutant, bah, explique-le d'une manière débutant et non pas de manière développeur IBMI, parce que ça aussi il faut les prompts, donc ce qu'on pose comme question, il faut le définir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une IA personnalisée, ChatGPT permet de faire ça, et surtout ça lui permet on peut lui fournir des documentations. C'est-à-dire que je lui ai fourni des docs officiels d'IBM, je lui ai fourni des cours que j'ai écrits, qui ont été retravaillés avec la plupart des formateurs, etc. Je lui ai fourni tout ça. Et donc, moi, je l'ai appelé comme ça, hein, il s'appelle Sinan. Il est en libre d'accès, c'est-à-dire je peux vous le partager, vous pourrez l'utiliser si vous voulez. Euh,
par rapport à ça. Et si je lui pose par exemple qu'est-ce qu'un objet IBMI, ben en fait il va d'abord lire les cours et les bouquins. Il va pas se baser sur Internet. Je l'ai entraîné ou je lui ai fait un pré-prompt. C'est pas un entraînement, mais c'est plus un pré-prompt pour lui dire déjà tu vas répondre de manière pédagogue. Tu vas, tu vas répondre à des personnes qui sont spéciales, enfin qui euh, comment dire, qui sont pas forcément spécialistes de l'IBMI, mais qui vont voilà essayer d'expliquer à chaque fois les choses correctement. Troisièmement, vous n'êtes pas obligé de lui préciser IBMI, AS400, etc., etc. Il va savoir, parce qu'il est prévu pour ça, chercher directement et générer soit du code RPG, soit au moins de vous conceptualiser tout ça en mode IBMI RPG. Il ne va pas vous expliquer, des fois quand vous demandez à d'autres IA, codement RPG, ben, en fait il va vous coder un jeu RPG. Donc déjà, c'est un peu embêtant, je vais mettre IBMI, etc., etc. Sinan, lui, il est capable d'aller chercher donc dans la doc d'IBM, dans nos cours, etc. Donc si je lui pose qu'est-ce qu'un objet IBMI, là vous allez avoir un objet IBMI est l'unité fondamentale de stockage, etc., etc. Et en fait tout ça, et vous allez le voir à la fin, source, livre d'exploitation IBMI docx, donc c'est ce que je vais passer, dans la section les objets sur IBMI, le cœur du système. Donc c'est quelque chose, je l'ai un peu nourri en fait, et en disant base-toi sur ça. Tu as des sources. Ne va pas chercher ça dans ton entraînement ou parce qu'il y a un mec sur Stack Overflow, il avait écrit bah, un objet, c'est ça. Et en plus, des fois, il se confond entre orienté objet, par exemple, langage orienté objet, et orienté objet, le système objet de l'IBMI. C'est pas la même chose. Donc voilà. Donc par exemple, par rapport à ça. Donc Sinan, il est hop, il est même. Alors si je fais nouveau chat, voilà. Sinan, je l'ai même personnalisé. C'est un aide sur l'IBMI sur e-series AS400. Après, si je lui demande par exemple de coder un Hello World, c'est pas forcément dans ce cas-là. Ah voilà, là j'ai dû direct. Ah, pas dispo. Hop. Ah, il n'a pas voulu le faire. Bon, c'est un peu dommage. Il n'a pas voulu le faire. Bon, hop, je vais peut-être revenir en arrière. Ah oui, d'accord. Ah, il n'est pas disponible. Voilà. Hop, code moins. Ouais, il met un peu plus de temps. Pourtant, il m'a répondu tout à l'heure, mais bon, c'est peut-être ChatGPT qui a un peu un souci. Des fois, ils ont des lenteurs. Ah, réflexion terminée. Bon, faut le laisser faire, hein. C'est la version 5 de ChatGPT, bon, qui n'est pas forcément plus optimisée. Il essaye de coder juste un Hello World dans RPG Full Free. Lecture des documents. Donc, si on regarde, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous voyez, je pense que l'utilisateur veut un exemple de RPG full free avec des contraintes spécifiques. Première ligne, étoile free. Ça, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, quand tu fais du free, tu me mets ça. N'oublie pas le INLR on. N'oublie pas d'ajuster le display parce qu'il peut afficher que 52 caractères. De mettre ça. En RPG full free, on peut utiliser display Hello World. IBM mentionne que les deux formats avec ou sans parenthèse sont acceptés. Vous voyez, il y a une réflexion qui est faite par l'IA. Et en fait, tout ça, à chaque fois, il regarde les docs IBM. Là, il dit bien, IBM a mentionné ça, etc., etc. Voilà. Et là, bah, il va nous coder notre étoile free, CTL, OPT, etc. Il me dit même en production, vous pouvez ajouter Optimize Full. Optimize Full, qui est une vraie commande pour optimiser vos codes RPG, voilà. Et là, il vous dit juste, tu fais ça, tu fais un display Hello World et tu vas finir ton truc. Voilà. Et après, display booking, entrée, et n'affiche pas plus de 52 caractères. Et après, il va vous dire comment la compilation, quelle commande il faut utiliser. Et si vous êtes sur RD ou VS Code, utilisez create bound RPG programme. Voilà, il va vous donner des conseils pour exécuter tout ceci. Donc, l'IA Sinan est un peu plus optimisé que le vrai ChatGPT. Ensuite, celui que je trouve très bon, c'est aussi l'IA Claude, que je vous conseille vraiment pour le code. D'ailleurs, il est en mode code. Il est assez rapide et il est très très bon, même sur le code. Alors, RPG full free, je trouve que c'est le plus pertinent sans entraînement. Il est quand même capable de faire pas mal de choses. Et vous voyez là, sachant que je lui ai pas donné des instructions au préalable, hein, je lui ai juste dit code-moi un hello world et donc il m'a mis mon groupe d'activation. Il a déclaré variable, là lui il a déclaré un varchar de 50. Il a fait message hello world, display message, INLR, il a même mis un return. Voilà. Donc ça a été même un peu plus rapide et il nous explique aussi le code. Donc Claude est pas mal. Vraiment sur le RPG full free, je pense même par rapport à ChatGPT.
de base, je trouve, il est même meilleur. Vraiment, sur le code RPG full free, il est capable de faire beaucoup plus de. Le code est plus sympa. Je pense qu'il a été beaucoup plus entraîné. Et même, il vous dit bah, comment créer ce programme, puis ensuite comment l'exécuter. Donc voilà, vous pouvez trouver. Bon, là, c'est la version gratuite. J'ai pas payé Claude, mais avec la version payante, vous pouvez lui donner beaucoup plus de code, beaucoup plus de tokens de code, et vous pourrez utiliser ça. Donc Claude, je sais que ChatGPT c'est assez connu, mais vous avez aussi Claude. D'ailleurs, on pourrait même demander qu'est-ce qu'un objet IBMI à Claude. Bon, voilà. Et ensuite, vous avez DeepSeek, on a entendu pas mal parler. DeepSeek, c'est un modèle pour le coup qui est gratuit, complètement gratuit. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de payer plus pour lui parler assez longtemps. Bon, c'est le moins bon des trois puisque c'est gratuit et c'est une IA chinoise. Donc vous acceptez avec je vais pas dire certaines choses, mais tout ce qui va avec, c'est-à-dire voilà, au niveau des données et tout ça est basé en Chine. D'ailleurs, l'IA vous dit que les données sont en Chine, etc. Faites, voilà, je vous donne cette information, faites ce que vous voulez avec. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit et vous pouvez lui donner pas mal de choses. Alors, j'utilise pas forcément pour l'IBMI en général, mais pour si j'ai des phrases à reformuler, etc. L'avantage, c'est que si vous voulez pas payer les 20 euros par mois de ChatGPT ou les 15 euros par mois de Claude, vous pouvez utiliser DeepSeek euh, pour faire des recherches, etc. Vous pouvez même l'utiliser même pour certaines choses personnelles aussi. Voilà, ils peuvent, ça passe. Donc on a ces trois types d'IA. D'ailleurs, je l'ai pas vu, mais il m'avait demandé de télécharger le code source tout à l'heure. Voilà, l'IA sur l'IBMI, vous pouvez l'utiliser de cette façon-là. Ensuite, évidemment, sur l'IBMI, vous pouvez avoir, avec les API, les web services, etc., vous pouvez intégrer, consommer des IA. Exemple, celui de DeepSeek, qui est gratuit, son API, vous pouvez l'utiliser directement sur le RPG. Donc, générer le prompt dans votre RPG. Alors, malheureusement, j'ai plus ce code-là, c'est un peu dommage. Vous avez directement les prompts ChatGPT enfin ChatGPT, DeepSeek, parce que ChatGPT c'est assez cher. DeepSeek qui vous génère, si vous lui demandez de générer un create table, etc., bah, vous pourrez lui demander ça et vous pourrez le faire directement sur le 50 de 50. Bon, c'est assez marrant à faire. Voilà par rapport à ça. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai montré VS Code. Évidemment, sur VS Code, vous avez aussi Copilot. Donc, avec Code for IBMI et plusieurs autres extensions, vous pouvez utiliser, là, depuis tout à l'heure, je vous ai montré le code RPG sur le 5250, mais vous pouvez aussi coder sur VS Code directement. Voilà. Et là, vous pourrez, alors je ne suis pas connecté, mais vous pourrez utiliser Copilot, etc. pour commenter ce code. Par exemple, là, c'est du code non commenté, vous pourrez l'utiliser. On peut même directement compiler sur VS Code. Et voilà, aujourd'hui, l'IBMI est vraiment moderne, c'est-à-dire on a de l'IA, on a de la modernisation. Ce code-là, vous pouvez le mettre sur Git, sur GitHub, etc., etc. Donc il y avait le monde de la S400 et le monde de l'IBMI. Donc tout a été modernisé. Voilà. Donc c'est un peu ma phrase de conclusion, c'est que IBMI et S400, ça permet de faire beaucoup de choses et je vous conseille voilà, après vous pouvez vous renseigner aussi là-dessus et j'espère que ce webinaire vous a plu. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions sur le chat. Je vais essayer de. Normalement, c'est hop, je vais regarder. Oui, alors Jamie avait mis. Ah oui, j'ai pas vu, pardon. Pour information, les inscriptions à nos prochaines sessions formation s'ouvriront la première semaine de novembre pour la session de Paris. Voilà, donc pour les Parisiens, je vous conseille, première semaine de Paris, de rester actif sur nos comptes LinkedIn Notos et le mien, Sylvain AcTP, que vous pouvez voir. Et je partagerai en fait le lien où vous pourrez candidater, postuler. Voilà, si vous êtes de Paris. Pour la première semaine de décembre pour la session de Strasbourg. Voilà, encore une fois, pareil, pour Strasbourg, si vous êtes parisien et que vous postulez sur Strasbourg, c'est pas l'idéal. Je vous conseille vraiment de postuler à Paris et ou d'attendre même une autre prochaine session. Voilà, vous avez toutes les informations sur sur notre site web ou sur notre page LinkedIn. Hop. Donc,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez revenir sur un petit point, sur l'IBMI, sur la première partie en fait où j'ai vraiment parlé de l'IBMI en général. Après, je suis pas rentré dans les détails. Hein. Voilà, c'est très très généraliste. C'est un peu un portrait robot de l'IBMI. Voilà, il ressemble pas vraiment à ça en vrai, mais ça, voilà, c'est un équivalent. C'est par rapport à ça. Je pense que la plupart d'entre vous, peut-être certains connaissaient l'IBMI ou la S400. Je sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la S400. Ça reste. Je regarde un peu s'il y a du monde qui est connecté. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, voilà, n'hésitez pas à suivre notre page, à essayer de, voilà, en postulant, si vous faites une lettre de motivation, vous pouvez dire que vous avez assisté à ce webinaire, par exemple, déjà, ça pourrait me montrer que vous êtes que vous êtes motivé. Vous pourrez mettre ça, si vous voulez, hein. C'est un peu comme vous voulez. Donc vous avez déjà vu vous avez eu un aperçu de l'IBMI. Donc ça peut être pas mal. Et donc alors il y aura une prochaine session sur l'administration IBMI qui lui est payant. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn et ça sera donné par Jean-Christophe Borg, donc 30 ans d'expérience sur l'IBMI à S400 et il va vous montrer en fait toutes les astuces, tout ce qui est possible de faire au niveau administration sur la S400 et voilà, c'est vraiment c'est très très intéressant. Et si vous avez, par exemple, je parle là aux entreprises, si vous avez voilà quelqu'un chez vous qui est intéressé par la S400, il peut aussi venir s'inscrire et se renseigner sur le site Notos et on peut vous personnaliser cette formation. Bon, écoutez, il n'y a pas de questions. Je pense que c'est bon. Tout le monde a plus ou moins compris, ou en tout cas est un petit peu intéressé par l'IBMI AS400. Si vous voulez en savoir plus, voilà, comme je vous l'ai dit, suivez-moi sur LinkedIn. Hop, abonnez-vous. Je vais le mettre en lien. Hop, alors je crois que c'est comme ça. Voilà, abonnez-vous et vous aurez plus d'informations. Je ne sais pas si on peut coller, mais voilà, dans le chat. Moi, je partage pas mal de choses, surtout en tant que IBM champion. Bah, je suis obligé quand même de faire vivre cette plateforme. Je suis assez passionné par cette plateforme. Et, voilà, n'hésitez pas à suivre et à regarder ce que je fais un petit peu et vous renseigner voilà, sur d'autres choses, sur l'IBMI, etc., etc. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce webinaire.